Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre présence à ce nouveau webinaire organisé par le laboratoire Lorica. Aujourd'hui, nous allons traiter de la thyroïde, son fonctionnement, ses dysfonctionnements et les outils que nous allons pouvoir mettre en place eh bien, pour la rééquilibrer. Alors aujourd'hui, ce sujet va être traité par Maëva Men. Bonjour Maëva. Bonjour à tous. Bonjour Maëva, merci de ta présence eh bien une nouvelle fois. On a eu quand même pas mal de contacts ensemble pour des courtes vidéos, mais c'est le deuxième webinaire que l'on organise ensemble. Et donc Maëva, tu es naturopathe, tu es également formatrice et tu es également conférencière. Moi-même, je me présente Élodie Pérez, donc je suis l'attachée commerciale du laboratoire Lorica de formation naturopathe. Donc, le fonctionnement, l'organisation du webinaire. Dans un premier temps, je vais vous présenter le laboratoire Lorica. Ensuite, Maëva va nous présenter son sujet. Et enfin, vous aurez une période où vous pourrez poser vos questions. N'hésitez pas à les poser en cours de webinaire avec le petit onglet Q et R qui est situé en bas. Et donc, nous y répondrons à la fin du webinaire. Si nous n'avons pas le temps de répondre à tout, nous répondrons dans un deuxième temps par email. Voilà, donc je vais vous partager mon écran. Je vais vous présenter donc le laboratoire Lorica. Donc le webinaire aura une durée à peu près d'1h30. Allez. Voilà, donc le laboratoire Lorica a été créé il y a 30 ans par Henri de Roissard. Henri de Roissard est un ingénieur, un chercheur en biologie, en microbiologie. Lorica est un laboratoire français. Nous sommes totalement indépendants et nous nous trouvons donc à Montcoutan dans les Deux-Sèvres. Henri de Roissard, donc ingénieur, qui a passé toute sa vie dans la recherche et qui a surtout travaillé sur l'étude des bactéries lactiques. Et donc, le laboratoire Lorica, nous sommes spécialisés dans les symbiotiques. Et donc, nous aurons l'occasion de vous l'expliquer. Alors, quelles sont les valeurs du laboratoire? Déjà, apporter des minéraux qui apportent une biodisponibilité optimale. Nous allons proposer des formes organiques de minéraux. Enfin, les vitamines, elles seront soit issues de végétaux, soit issues de la biotechnologie, afin de rester dans le vivant et d'avoir une bonne reconnaissance par l'organisme. Vous allez avoir des formules extrêmement complètes avec des principes actifs de base et de nombreux cofacteurs. L'objectif, c'est de permettre à l'organisme de retrouver son fonctionnement naturel, de rééduquer physiologiquement l'organisme. On ne le force pas, on lui apporte tous les nutriments dont il a besoin pour fonctionner de manière harmonieuse comme il sait très bien le faire. Nous sommes adhérents à Synadiète, donc le syndicat des compléments alimentaires, qui est un gage de qualité. Nous respectons un cahier des charges et nous avons des certificats pour nos oméga 3 qui garantissent de la non-oxydation de nos huiles, mais qui garantissent également du côté éthique et écologique. Donc voilà pour l'ensemble de la gamme Lorica. Donc aujourd'hui, nous allons nous spécialiser eh bien, sur l'énergie, sur le métabolisme, sur donc la thyroïde et tous les autres systèmes qui sont en lien avec la thyroïde. Et il y en a beaucoup et Maëva va bien vous en parler. Alors voilà les coordonnées si vous souhaitez me contacter donc pour devenir prescripteur du laboratoire ou si vous avez des questions. Donc Élodie Pérez, vous avez mes coordonnées. Vous avez également le téléphone de Adeline Botton qui est assistante commerciale et vous pouvez également nous retrouver sur LinkedIn ou nous contacter par email. Ces coordonnées seront indiquées donc par Céline, que je n'ai pas présentée d'ailleurs, qui est à la technique, qu'on ne voit pas mais qui est avec nous, qui va donc vous indiquer toutes ces coordonnées dans le chat. Voilà, alors j'arrête mon partage. Maëva, eh bien nous t'écoutons avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup. Merci. Alors, ça va être à mon tour de partager l'écran. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous Oui, voyez très bien, bien? très très bien. Donc, on est réunis aujourd'hui pour parler de la thyroïde et sincèrement, je suis vraiment ravie de pouvoir aborder ce sujet. C'est un sujet qui me passionne. Il y a énormément de choses à en dire. Donc, mon défi aujourd'hui, ça va être de vous apporter dans un temps record un maximum d'informations qui vous soient utiles dans votre pratique pour mieux comprendre les phénomènes qui peuvent être liés au dysfonctionnement de la thyroïde, mais aussi comment soutenir cette glande qui est absolument vitale. Donc, on va partir à la découverte de la glande thyroïde et on verra tout ce qui fait qu'elle dysfonctionne. Vous allez comprendre également pourquoi on peut avoir
une clinique de dysthyroïdie, notamment d'hypothyroïdie, alors que notre thyroïde est en pleine forme. Ça ne paraît pas forcément logique comme ça dans un premier temps. Et puis enfin, je vais m'efforcer comment dire, créer des liens, en tout cas de vous apporter des pistes de réflexion et des solutions naturelles pour venir à bout de ces dysfonctionnements. Donc, je vais créer des liens en parallèle, voilà, quand on abordera les dysfonctionnements. Alors, un petit mot justement sur tout ce qui est prévalence. Alors, déjà, la définition peut-être. Donc, l'hypothyroïdie, ça se définit comme une production insuffisante d'hormones thyroïdiennes. Les symptômes, ils vont varier en fonction du degré de déficit d'hormones thyroïdiennes. Et au contraire, l'hyperthyroïdie, ça va être la production d'hormones thyroïdiennes en excès. On estime que les dysthyroïdies touchent environ 15% de la population, mais beaucoup de déséquilibres thyroïdiens ne sont pas diagnostiqués. Et somme toute, malgré justement les carences de diagnostic, si je peux m'exprimer ainsi, les hormones thyroïdiennes de synthèse sont à la 4e place des médicaments les plus prescrits en France et aux États-Unis. Les facteurs de risque sont plutôt liés au sexe et à l'âge, mais aussi à l'exposition aux polluants et puis finalement à notre mode de vie occidental moderne. Alors en ce qui concerne ma pratique, les motifs de consultation derrière lesquels se cachent des dysthyroïdies sont souvent en lien avec de la fatigue chronique, avec une perte de cheveux inexpliquée, avec une prise de poids inexpliquée ou bien une difficulté à en perdre. Ça peut aussi être lié à des problèmes de fertilité ou de fausses couches récurrentes. On va voir que ça touche énormément de systèmes. Alors, pour parler un petit peu de la thyroïde, présenter cette glande fondamentale. Donc, la thyroïde, c'est une petite glande en forme de papillon qui a 2 lobes qui sont reliés par un isthme. Donc, elle est située à la base du cou, en avant de la trachée, sous la pomme d'Adam, qui est le cartilage thyroïde. Donc, elle mesure environ 4 cm sur 4 ou 3 sur 3. Voilà, ça dépend aussi des morphologies. Elle a généralement 2 cm d'épaisseur. Mais ce qui compte, en fait, ça va être les modifications au niveau de l'épaisseur de la thyroïde qui vont être un indicateur de dysfonctionnement. On peut parler alors de goitre. Donc la thyroïde, c'est une glande qui est située juste sous la peau, donc elle est très facile à ausculter, mais elle est aussi très facile à opérer. Alors c'est ce qui peut expliquer aussi l'excès d'ablation. Enfin bref. Donc derrière la thyroïde se cachent aussi des petites glandes, les parathyroïdes, qui régulent le métabolisme du calcium. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais voilà, il faut les présenter quand même. Et donc la thyroïde, elle est formée de follicules arrondis et elle va sécréter plusieurs produits. On va avoir la calcitonine qui joue un rôle sur le taux du calcium sanguin et le métabolisme osseux, et dont nous ne parlerons pas non plus aujourd'hui. Et puis, il y a la T4, environ 80%, 90% de la production, c'est de la T4. La T3 à environ 7%, la T2 et la T1. Donc, en naturopathie, le système glandulaire, tout comme le système nerveux d'ailleurs, constitue une réserve de vitalité très importante et pour cause, la thyroïde, c'est la glande de la vitalité. Quand elle est active, la vitalité augmente. Plus elle est active, plus on est sensible aux émotions qui vont nous pousser vers l'extérieur, comme la joie, la sympathie ou encore la colère. À ce moment-là, le métabolisme augmente, la respiration aussi, la température, le fonctionnement cardiaque, la digestion, etc., etc. Par contre, quand elle est en hypofonction, il y a une atténuation vitale avec un ralentissement de tout cela, donc du rythme cardio-respiratoire, de la température, du métabolisme, bref. Et les émotions qui sont reliées à ce ralentissement sont plutôt liées justement à ce qui nous rétracte, c'est-à-dire à la tristesse ou à la peur. C'est comme si on avait activé à ce moment-là le mode survie ou le mode économie d'énergie. Donc, il y a un lien vraiment très fort entre les émotions et la thyroïde, puisque les émotions sont conditionnées par l'équilibre hormonal et inversement, le stress va agir sur la fonction thyroïdienne. Il y a une discipline qui s'appelle l'endocrinopsychologie et qui place le système endocrinien comme étant même supérieur au cerveau. Bon, voilà, caricaturalement, il n'y a pas vraiment de supériorité, mais j'espère que vous voyez où je veux en venir. Et donc, la thyroïde, notamment, reçoit et gère les informations gère les émotions et elle va envoyer ensuite les informations au cerveau. Donc, l'émotion est intimement liée à la connaissance et la thyroïde aussi à notre développement cognitif. Donc, la thyroïde, en fait, c'est la glande de la vitalité, mais aussi de l'adaptation. Elle est sensible à absolument tout ce qui nous entoure, que ce soit les variations climatiques, l'orage, les UV, les ondes aussi, voilà, les ondes sonores, etc., etc. Donc, elle ressent tout et elle nous adapte à chaque fois en fonction. Et vraiment, je vous conseille la lecture de ce livre, La thyroïde et le mystère des émotions, qui place vraiment la thyroïde comme l'organe clé qui fait le pont entre tout ça et entre le corps et l'esprit.
Alors, on va revenir à quelque chose d'un petit peu plus physiologique, même si évidemment tout ce qui est lié à la symbolique du corps et au lien corps et esprit est absolument à prendre en considération. Donc, je vous ai fait un super tableau récapitulatif qui reprend les effets principaux des hormones thyroïdiennes, mais c'est assez difficile parce que comme presque toutes les cellules du corps ont des récepteurs aux hormones thyroïdiennes, tous les systèmes sont concernés et en fait mon tableau, même s'il paraît grand comme ça, il n'est même pas exhaustif. Mais bon, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'en cas d'hypo, on a plutôt tendance à avoir un métabolisme ralenti avec de la constipation, de la prise de poids, de la fatigue, de la frilosité aussi, des difficultés à se concentrer, à mémoriser. On est plutôt, hein, comme je vous le disais, dans une émotion de tristesse, voire de peur. Il peut même y avoir un terrain dépressif. Et au contraire, en hyper, on a un métabolisme qui est très, très accéléré. On brûle les sucres, on brûle les graisses, mais on brûle aussi les muscles, ce qui va entraîner souvent une difficulté à prendre du poids. Et en cas d'hyper, on est plus speed, on est aussi plus irritable. Les émotions, en fait, qui sont derrière tout ça, ça va plutôt être la colère, la joie, hein, comme je vous l'ai dit. Donc, il y a vraiment une accélération aussi au niveau émotionnel et une ouverture presque vers l'extérieur. Dans ce cas, le transit est souvent rapide. On peut avoir des selles plutôt molles, voire même de la diarrhée. Et on va avoir un risque aussi cardiovasculaire qui est assez important et aussi un risque oxydatif puisque l'organisme va générer beaucoup d'oxydation. On va faire un petit tour au niveau du système thyroïdien pour mieux le comprendre. Donc, en fait, tout part de l'hypothalamus qui sécrète de la TRH. C'est l'hormone thyréotrope. Donc, elle sécrète la TRH pour l'hypophyse. L'hypophyse sécrète à son tour la TSH, la thyréostimuline, qui va se lier à la thyroïde, au niveau des récepteurs qui sont situés sur le follicule thyroïdien, et ça va stimuler du coup la synthèse. On est bien sur de la thyréostimuline. Donc, ça stimule la synthèse des hormones thyroïdiennes qui vont être activées ensuite dans les tissus périphériques avant d'être transportées jusqu'aux cellules cibles. Des déséquilibres peuvent survenir à chacune de ces étapes et on va voir du coup dans le détail chacune d'entre elles pour pouvoir orienter plus précisément les accompagnements qu'on pourrait proposer en fonction de chaque cas. Alors, au niveau de la synthèse, à proprement parler, donc ici, on est dans un follicule thyroïdien, justement. Donc voilà, il y a plusieurs étapes aussi, rien qu'au niveau de la synthèse. La première, c'est la formation et le stockage de la thyroglobuline dans le colloïde. La thyroglobuline, c'est une glycoprotéine qui est un précurseur des hormones thyroïdiennes. Elle est nécessaire dans toutes les étapes de la synthèse des hormones thyroïdiennes. C'est vraiment en fait la structure de base sur laquelle se créent les hormones thyroïdiennes. Rien que pour cette étape, on va avoir besoin de tyrosine, forcément, mais aussi d'une immunité qui soit correcte pour que les enzymes, que la thyroglobuline puisse bien fonctionner sans être attaquée par nos anticorps, on y reviendra. Et rien que pour cette étape, on a aussi besoin de micronutriments qui vont être nécessaires au bon fonctionnement de l'enzyme. Quand tout est fait, on peut passer à la deuxième étape qui est le captage et l'oxydation de l'iodure. Donc la cellule thyroïdienne, elle va prélever à partir du sang l'iode nécessaire à la synthèse hormonale sous forme d'un ion iodure. Donc sous l'effet de la TSH, l'iodure va être transporté activement dans les cellules du follicule thyroïdien. Et transporter activement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire transporter grâce à l'ATP, c'est-à-dire grâce à l'énergie produite par la mitochondrie. D'où l'intérêt d'avoir des mitochondries fonctionnelles pour une bonne fonction thyroïdienne. On y reviendra aussi. Cette absorption d'iode, elle peut être inhibée par d'autres ions, notamment le perchlorate, par exemple, le thiocyanate ou encore les dioxydes d'azote, qui sont des perturbateurs endocriniens qui agressent vraiment la thyroïde. Et ce sont des perturbateurs endocriniens qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours, notamment dans la pollution atmosphérique ou même dans les peintures, certaines colles, etc. Pour cette étape, on va avoir besoin d'iode, évidemment, mais aussi d'une bonne fonction mitochondriale. Pour la troisième étape, donc là, c'est l'iodation, c'est-à-dire que en fait, les matériaux nécessaires à la construction des hormones thyroïdiennes, ce sont d'un côté la tyrosine, qui est un acide aminé non essentiel, et l'iode. Donc l'iode va venir se lier à la tyrosine, qui, elle, est accrochée à la thyroglobuline. Et cette réaction repose sur une enzyme qui s'appelle la thyroperoxydase, qu'on appelle aussi TPO, et qui est vraiment un élément clé aussi dans le fonctionnement thyroïdien. Donc cette enzyme, elle est située dans la membrane des cellules thyroïdiennes et elle va être responsable autant de l'incorporation de l'iode dans la glande thyroïde que de l'iodation de la thyroglobuline. Donc son action, elle est aussi très
pro-oxydante et la thyroïde a besoin de beaucoup de sélénium pour tamponner cette oxydation. Donc à ce niveau, on va avoir besoin encore une fois d'avoir une immunité correcte qui tolère nos TPO. On va aussi avoir besoin de micronutriments nécessaires au bon fonctionnement de l'enzyme. On y reviendra. Je préfère juste vous dire un petit peu tout, comme ça vous avez aussi dans la tête et après je rentrerai dans les détails ensuite. Et on aura aussi besoin du coup du sélénium pour tamponner l'oxydation. Et puis ensuite, on va avoir une union de la T1 et de la T2. Alors, je vais passer peut-être à ce schéma-là. Ça va peut-être être plus lisible pour cette étape. En fait, quand la tyrosine se lie à un iode, on a de la T1. Quand la tyrosine se lie à 2 iodes, on a de la T2. Et ensuite, on va avoir des enzymes du colloïde qui vont venir unir ces deux produits pour obtenir de la T3, c'est-à-dire l'union de la T1 plus de la T2, ou de la T4, c'est-à-dire l'union de 2 T2. Donc, la thyroïde, elle va synthétiser ces hormones thyroïdiennes à partir de ces précurseurs. Et la T4, tout comme la T3, va être composée de 2 tyrosines, mais ce qui va les différencier, donc, c'est un atome d'iode. Il y en a 4 pour la T4, il y en a 3 pour la T3. La thyroïde, elle synthétise un petit peu de T3, mais c'est véritablement la T4 qui est le produit principal de la sécrétion thyroïdienne et qui va en fait constituer la forme de réserve des hormones thyroïdiennes. Et selon les besoins de l'organisme, la T4 va être convertie en T3, qui est la forme active, c'est-à-dire que la T3, c'est la seule hormone qui a véritablement un effet sur le métabolisme et sur le développement. Et puis en 5e étape, on va avoir la libération des hormones. Il va y avoir en fait une protéolyse qui va libérer l'hormone de la thyroglobuline et de la colloïde. Voilà, pour la synthèse des hormones thyroïdiennes. Et donc, une fois que ces hormones thyroïdiennes sont synthétisées, elles vont être ensuite converties, en tout cas pour ce qui est de la T4 en T3. Et cette transformation, elle se fait dans les tissus périphériques, notamment le foie, les reins et l'intestin. Et la transformation de la T4 en T3 se fait grâce à une enzyme qui s'appelle la 5'-désiodase. Et cette enzyme va enlever un atome d'iode, c'est-à-dire que de 4, on passe à 3. La prime est importante, vous allez comprendre. En fait, la T4, elle peut être aussi transformée en RT3. Ça s'appelle la T3 reverse. Et cette RT3, c'est une hormone inactive. Donc, le site où est enlevé l'atome d'iode n'est pas le même et ça va la rendre du coup dysfonctionnelle. En fait, la RT3 ne va pas délivrer de messages dans les cellules cibles. Et cette transformation-là, elle se fait par l'enzyme 5'-désiodase et qui intervient notamment en cas de stress. Donc, vous voyez, notre enzyme a perdu son prime. Donc, il était vraiment important pour distinguer l'une de l'autre. Pour en revenir au stress, le stress, c'est vraiment un élément majeur dans la conversion de T4 en T3. Je vais vous expliquer pourquoi. Lors d'un stress chronique, on produit beaucoup de cortisol. Or, le cortisol, il va bloquer la 5'-désiodase. Alors, on peut se dire, mince, mais pourquoi? Quel est le but? Mais en fait, la nature, elle est vraiment bien faite parce qu'en cas de stress prolongé, que ce soit lié à une maladie, que ce soit lié à une blessure ou à un manque d'eau ou à une famine, on va avoir un ralentissement du corps pour qu'il puisse durer plus longtemps. Et il se passe la même chose quand on fait un jeûne, par exemple. Et c'est pour cette raison qu'il faut absolument bien préparer le jeûne pour ne pas stresser le corps et qu'il faut aussi éviter de le faire chez les personnes qui ont une hypothyroïdie parce que ça va favoriser la conversion de T4 en RT3. Et d'ailleurs, les personnes en hypothyroïdie peuvent avoir tendance au surpoids et le fait de faire des restrictions caloriques lors des régimes amaigrissants va renforcer l'hypothyroïdie en convertissant la T4 en RT3 et ça va donc renforcer la prise de poids. Donc, notre RT3, qui est inactive, va prendre la place de notre T3 sur le récepteur cellulaire. Et c'est ce qui explique pourquoi un bilan sanguin peut être a priori parfait, avec une TSH assez basse, avec une T4 et avec une T3 correcte, alors que toute la clinique nous indique qu'il y a une hypothyroïdie. En fait, c'est parce que RT3 bloque l'accès sur le récepteur. Alors, bref, on va laisser la conversion de côté pour l'instant. Suite à cette conversion, la T3 va transiter par le sang, donc jusqu'aux cellules cibles et au niveau nucléaire, et la majeure partie des hormones thyroïdiennes libérées vont se lier immédiatement à une protéine
même plusieurs types de protéines, mais la principale, c'est la TGB qui va être produite par le foie. Et donc après, voilà, il va pouvoir avoir une libération de l'hormone et action. Et puis, il va y avoir un phénomène de rétrocontrôle qui fait que lorsque le taux de T3 et de T4 baisse dans le sang, la TSH augmente. Et inversement, si les T3 et T4 deviennent plus élevés, eh bien la TSH va baisser pour éviter de stimuler la thyroïde. C'est ce qui nous amène du coup au bilan thyroïdien. Quand un médecin veut savoir si la thyroïde fonctionne bien, il peut très bien doser, par exemple, T3 et T4. Mais souvent, il va prescrire seulement le dosage de TSH, puisque c'est un reflet indirect du fonctionnement de la thyroïde. Donc, comme je vous l'ai dit, quand T3 et T4 baissent dans le sang, la TSH augmente, et inversement, si T3 et T4 augmente dans le sang, eh bien, la TSH baisse pour ne plus stimuler la thyroïde. Mais en fait, cette théorie de doser uniquement la TSH, elle va avoir plusieurs limites. La première, on l'a vu déjà, elle va être liée à la conversion de T4 en RT3. Du coup, RT3 prend la place de la T3 au niveau cellulaire. La concentration en T3 dans le sang ne va pas changer. Et pourtant, on aura une clinique d'hypothyroïdie puisque la T3 n'aura pas pu agir sur le métabolisme de la cellule. La deuxième, ça va être lié à la 5'-désiodase, notre enzyme qui convertit justement la T4 en T3. La T3, elle est nécessaire partout dans l'organisme, même au niveau de l'hypophyse, qui en a aussi besoin pour fonctionner. Et en fait, il existe deux types de 5'-désiodase. Alors, on peut peut-être reprendre voilà, cette partie-là. Donc, vous voyez qu'il existe deux types d'enzymes. La première, elle agit au niveau périphérique et elle a besoin de sélénium. Mais la deuxième, elle agit au niveau central et elle n'a pas besoin de sélénium parce que tout est fait pour que la désiodase fonctionne le mieux possible au niveau central, au niveau hypothalamo-hypophysaire, même sans sélénium, parce qu'il y a une priorité vitale du fonctionnement central sur la périphérie. Et c'est ce qui explique pourquoi on peut avoir une carence en T3 au niveau périphérique sans pour autant en avoir une au niveau central. Dans ce cas, la TSH, elle reste équilibrée puisque l'hypophyse, elle baigne dans un environnement de T3 qui est absolument convenable, mais les taux au niveau périphérique ne suffisent pas à avoir un métabolisme adapté, adéquat. Donc, une simple carence en sélénium peut générer ce genre de problématique puisque la 5'-désiodase au niveau périphérique est sélénium dépendante. Et puis, alors, voilà, pour revenir à ma slide, il y a d'autres limites aussi, par exemple la fourchette entre le minimum et le maximum qui est souvent de l'ordre de 10. C'est tellement énorme en fait que ça ne veut plus rien dire. C'est comme si on vous disait que votre poids de forme devait se situer quelque part entre 50 et 500 kilos. Donc voilà, ça n'a plus vraiment de sens. Et en plus, ces normes dépendent des labos puisque c'est établi sur des moyennes et des moyennes de personnes qui sont a priori en bonne santé, mais qui peuvent avoir déjà un climat d'hypothyroïdie et donc une TSH qui finalement ne reflète plus le bon dosage entre guillemets de TSH ne reflète plus la bonne santé de la thyroïde ou d'un climat thyroïdien adapté. Et donc, nous, en naturo ou en micronutrition, on va être un petit peu plus exigeant par rapport à toutes ces normes et ça va nous permettre de voir quand se crée un déséquilibre avant de basculer dans la maladie ou plutôt même dans le diagnostic en fait, de cette maladie. Donc, je vous ai mis des petits tableaux un peu récap sur les prises de sang. Dans le premier tableau, vous voyez qu'on a des valeurs qui vont nous donner des informations importantes et qui finalement devraient constituer la base de tout bilan thyroïdien. Alors, en tant que naturopathe, je ne peux pas prescrire de bilan thyroïdien, mais c'est vrai que j'aime bien travailler avec les médecins par rapport à ça, où je leur demande voilà, s'il est possible de faire la mesure TSH, T3, T4. Pour moi, c'est la base, parce que la TSH, je vous l'ai dit, ça ne sert pas finalement à grand-chose. Seul, ça n'a pas beaucoup de sens. Et même ces données-là, parfois, elles peuvent se montrer insuffisantes parce qu'elles peuvent être dans les normes, alors qu'on a quand même des symptômes cliniques qui sont clairs. Et donc, dans le tableau 2, vous avez des informations supplémentaires en évaluant notamment la T3 reverse, mais aussi les anticorps. Si la TSH augmente et que T4 et T3 diminuent, on peut penser que la thyroïde se dirige vers l'hypo. Mais au contraire, si la TSH diminue et que T3 et T4 augmentent, on peut penser qu'on se dirige un peu plus vers l'hyper. La présence d'anticorps, elle peut traduire aussi bien
une hyperthyroïdie qu'une hypothyroïdie. Bon, il faudrait aller un petit peu plus loin, mais dans le cas de base d'eau, par exemple, donc dans le cas de l'hyperthyroïdie, ça va surtout être des anticorps anti-récepteurs de la TSH, alors que dans le cas d'Hashimoto, on aura aussi souvent la présence d'anti-thyroglobulines. Voilà. Après, la TPO, on peut la retrouver dans les deux. Bah, des proportions un petit peu plus... Mais là, il faudrait rentrer beaucoup plus dans le détail. Donc, ce serait à voir avec le médecin. Nous, on n'est pas obligé d'aller jusque-là non plus. Voilà. On estime qu'environ 10% de personnes saines présentent des anticorps sans que ça signifie pour autant qu'on se dirige vers une maladie auto-immune. Donc, ça, c'est pareil, c'est à voir aussi avec le médecin. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que plus la TSH est élevée, plus il y a de comorbidités, comme le cholestérol, l'hypertension artérielle, les troubles cardiaques. Le système cardiovasculaire, il est vraiment très perturbé par rapport à ça. Il peut aussi y avoir des dépressions, etc. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse au niveau des bilans, ce sont aussi les autres perturbations biologiques, telles que l'anémie, par exemple, ou justement le taux de cholestérol. En cas d'hypothyroïdie aussi, très souvent, on va avoir des transaminases qui augmentent, notamment les ASAT, voire même les CK aussi. Et puis, on peut avoir un climat inflammatoire. Donc, on peut aussi mesurer la CRP ultrasensible. Mais là, on est vraiment déjà très pointilleux. Il y a déjà beaucoup de choses à faire avant. Donc, il arrive parfois que le bilan soit bon, mais que toute la clinique nous indique une dysthyroïdie. Et puis, je vous ai dit, hein, comme le panel est tellement large, voilà, ça peut être bon, alors qu'en fait, comme vous voyez sur le petit schéma, bah, le patient, il est au bout du rouleau et il n'en peut plus et il n'a pas de réponse parce que dans les bilans, bah, rien ne ressort. Donc, dans ces cas-là, en fait, on peut très bien imaginer aussi que la thyroïde fonctionne bien, que la synthèse est bonne, mais qu'il va y avoir des dérèglements ailleurs, soit au niveau de la fonctionnalité, notamment au niveau du transport et de la conversion, soit au niveau des réceptions, de la réception, pardon, au niveau des cellules cibles. Excuse-moi Maëva, je te coupe. J'ai une personne qui me dit qu'on ne voit pas le bas de tes slides. Ah Est-ce que bon? tu peux vérifier? Alors oui, on s'en est surtout rendu compte sur celle du dessus. Voilà, Sur sur le tableau. celle-ci? Écoute, bah, là, ça a l'air d'être bon. Ok, là, c'est bon. Ah, bah, je suis vraiment Non, désolée. non, mais il n'y Alors, a pas de de toute souci. façon, après, tout sera envoyé Voilà, tout à avec le fait. replay. On vous enverra, quoi qu'il en soit, le PDF. Hein. Voilà, donc là, Voilà, moi je pourrais peut-être faire des petites rectifications pour remonter mes tableaux. Mais alors, les 3 dernières lignes, on est vraiment sur la présence d'anticorps, donc les anti-TPO, anti-TG et anti-TSHR, donc les récepteurs de la TSH. voilà, il nous Voilà. manquait les deux derniers, en fait. Ah d'accord, ah oui quand même. Ok, non, mais c'est bon maintenant. Écoute, ça s'est remis, c'est impeccable. Merci. Ok, super. Donc du coup, on va aborder les dérèglements au niveau thyroïdien. Donc on va voir l'hypothyroïdie, on va voir l'hyperthyroïdie, les thyroïdites auto-immunes aussi. Bon, tout ça pour finalement se rendre compte qu'en fait, le problème ne vient peut-être pas de la thyroïde, puisque vous avez compris, hein, mon titre, il est peut-être un petit peu inexact, puisqu'on peut avoir une clinique d'hypothyroïdie, alors que notre thyroïde se porte à merveille et que le problème vient d'ailleurs. Donc on va démêler tout ça. Petit rappel des signes principaux. Alors, j'ai trouvé un super slogan pour que vous puissiez vraiment vous souvenir. Alors, c'est très facile, c'est qu'en cas d'hypo, le métabolisme est au dodo et en cas d'hyper, le métabolisme s'accélère. Comme ça, il n'y aura plus d'excuses voilà, pour confondre les deux. Donc, aujourd'hui, nous, on va plutôt parler des problématiques qui vont être liées à l'hypothyroïdie parce que souvent, dans les hyperthyroïdies, il va y avoir derrière une problématique vraiment très intimement liée au stress et à l'auto-immunité. Donc, on va plutôt traiter les hyperthyroïdies comme des maladies auto-immunes ou comme des déséquilibres qui dériveraient justement d'une mauvaise gestion des stress ou d'une exposition trop importante au stress. Souvent aussi, l'hyperthyroïdie finit par entraîner une hypothyroïdie. Quand on sollicite trop un organe, à un moment donné, il s'essouffle et il s'effondre. Voilà. Alors, on va chercher du coup étape par étape, on va sortir la petite loupe. Et ça, ce schéma-là, il va être fondamental, je pense, dans votre recherche, en fait, finalement, dans votre anamnèse autour de la thyroïde. Donc, en naturopathie, évidemment, on est soumis à la loi du causalisme, c'est-à-dire à la recherche de la cause, de la cause, de la cause, de la cause. Donc, on va pouvoir reprendre nos étapes à partir, voilà, nos étapes du système thyroïdien à partir de la synthèse pour pouvoir expliquer les hypothyroïdies et pour trouver aussi des solutions appropriées. Donc, la production, c'est la synthèse. Elle va concerner la glande thyroïde elle-même.
ça suppose qu'il faut aussi, à ce moment-là, avoir une glande. Donc, pour les personnes qui n'en ont plus, on va directement regarder à partir de la fonctionnalité. La fonctionnalité, elle va être liée à la distribution, c'est-à-dire principalement au transport, mais aussi à la conversion. Et puis, on va avoir enfin la réception cellulaire. Donc, pour la production, on va regarder principalement 3 choses. Est-ce qu'il y a suffisamment d'iode, par exemple? Est-ce qu'elle est bien captée? Est-ce qu'il y a des perturbateurs endocriniens qui vont empêcher la bonne métabolisation de l'iode? Est-ce qu'il y a une consommation trop importante d'aliments goitrigènes? Les aliments goitrigènes, ce sont les aliments qui vont freiner justement l'absorption de l'iode, notamment les crucifères, le manioc, patates douces, millet, soja, etc. Est-ce qu'il y a une carence en tyrosine? Donc, on a vu l'iode. Est-ce qu'il y a une carence en tyrosine? Est-ce que c'est par manque d'apport? Est-ce que c'est par mauvaise métabolisation, par exemple en cas d'hypochloridrie? Puisque la tyrosine, c'est un acide aminé qui est certes non essentiel, mais alors il est présent principalement dans les aliments protéiques, mais on va avoir besoin aussi justement de briques de construction pour tout ça. Donc, ça peut être intéressant de voir comment l'estomac s'en sort avec la digestion des protéines. Prenez des notes, hein, parce que là, je suis en train de vous faire l'anamnèse. Hein. C'est toutes les questions en fait, que vous devez vous poser justement pour voir où ça coince. Et puis, on peut aussi se demander, se poser des questions au niveau de la fonctionnalité des enzymes, notamment dans ce cas, au niveau de la synthèse de la thyroglobuline, mais aussi de la TPO. Donc, la thyroglobuline et la thyroperoxydase, voilà, est-ce qu'elles ont les cofacteurs nécessaires à leur activité? Ou bien, est-ce qu'il y a des anticorps qui vont les empêcher de fonctionner, par exemple? Pour bien fonctionner, la TPO, par exemple, elle a besoin de sélénium, elle a besoin de fer, de zinc, de manganèse, de molybdène, elle a besoin de vitamine A, de vitamine E, elle a même besoin de magnésium aussi. Donc, on peut regarder tout ça avec notre anamnèse en nutrition, micronutrition. Au niveau de la fonctionnalité, là aussi, on va observer plusieurs choses. Le transport. Alors, les hormones thyroïdiennes, comme les hormones sexuelles, elles sont véhiculées dans l'organisme grâce à des protéines. Les hormones thyroïdiennes, elles peuvent être transportées par 3 protéines. On va avoir l'albumine, la transthyrétine, pardon, je trouvais plus le mot, la TTR, et la globuline liant la thyroxine, qui est la TGB. C'est la plus importante. C'est celle qui relie le plus les hormones à un transporteur. Donc, c'est celle qu'il faut retenir, c'est la TGB. Et donc, en fait, ces protéines, elles vont permettre le maintien d'un taux d'hormones libres constant. Et ça va du coup protéger le corps de toutes les variations. C'est-à-dire que voilà, quand le corps a besoin, hop, il va pouvoir détacher les hormones des transporteurs pour pouvoir les activer. Et en fait, ces protéines de transport, elles sont synthétisées par le foie. La TGB, comme je vous le disais, c'est celle qui a le plus d'affinité avec les hormones thyroïdiennes. S'il y a trop de TGB dans le sang, les hormones thyroïdiennes ne vont pas être suffisamment disponibles pour pouvoir atteindre leur cible. Parce que, voilà, vous le savez maintenant, il n'y a que les formes libres qui sont actives, c'est-à-dire que l'hormone doit être libérée de sa protéine de transport pour être active. Donc, on va regarder ce qui augmente le taux de TGB, sachant que le TGB, c'est une protéine qui est synthétisée par le foie. Donc, on va aller voir du côté hépatique. Et en cas d'hyperostrogénie, que ce soit lié à la prise de pilules, que ce soit lié à un traitement, un TSH, un traitement hormonal substitutif, ou au surpoids par aromatisation, par exemple, eh ben, on va avoir une augmentation des protéines de transport TGB qui vont se lier à la T3. Donc, dans ce cas-là, la T3, elle n'est plus libre et elle est inactivée. On va alors avoir moins d'hormones thyroïdiennes libres qui vont apporter du coup beaucoup moins de fonctionnalité. Et donc, la thyroïde, elle va avoir besoin de produire encore plus d'hormones et elle va avoir besoin encore plus de cofacteurs dans des quantités plus importantes. Et au contraire, on peut se retrouver aussi dans des cas où il n'y a pas assez de TGB. Et dans ces cas-là, les hormones thyroïdiennes, elles vont être plus rapidement éliminées. Alors, ça peut venir plus souvent, dans ce cas-là, quand même, d'une résistance à l'insuline, par exemple, ou d'un excès, un excès de testostérone dans le sang. Voilà. Donc, une fois qu'on a regardé le transport, on va pouvoir aussi regarder la conversion. Alors, la conversion, c'est ce qui va garantir vraiment la bonne fonctionnalité. Donc, pour la conversion, on a besoin d'une bonne santé hépatique et puis de certains nutriments comme le sélénium. Donc, on va aussi vérifier s'il n'y a pas des choses qui vont inhiber
l'activité de notre enzyme, la 5' désiodase. Ça peut être certains médicaments comme les produits anesthésiants, ça peut être aussi des composés organiques iodés, ça peut être les corticoïdes, il y a tout un tas de molécules. Alors c'est pareil, si on a le temps, peut-être à la fin, je pourrais vous en citer quelques-unes. Mais il faut savoir qu'il y a des médicaments qui peuvent justement inhiber cette enzyme. Les maladies chroniques aussi, et plus généralement, en fait, les terrains inflammatoires ou les terrains qui souffrent de stress oxydatif. On peut avoir la présence de perturbateurs endocriniens, décidément, d'herbicides, de pesticides, de métaux lourds, et puis le stress, qu'il soit physiologique ou qu'il soit psychologique, émotionnel, ça va entraîner un excès de cortisol, mais on va aussi avoir l'excès d'oestrogène qui va encore une fois biaiser la conversion de T4 en T3. Donc quand on prend du lévothyrox par exemple, on prend de la T4. Mais si on a un problème de conversion au niveau périphérique, eh bien on peut avoir une clinique d'hypothyroïdie malgré la prise du médicament. Et dans ce cas-là, le médecin va augmenter, généralement c'est ce qui se passe, il augmente la dose, mais au final ça ne change pas grand-chose. Après, il y a d'autres molécules aussi qui existent quand il faut absolument passer par un traitement allopathique. Ça, c'est à voir avec le médecin. Mais il y a des traitements à base de T4 et T3. Donc, ça permet de retrouver une clinique beaucoup plus confortable. Voilà. Et puis, on va pouvoir regarder aussi au niveau de la réception. Alors, les hormones thyroïdiennes, elles sont assez uniques en fait sur le marché du vivant puisqu'elles sont à la fois peptidiques et stéroïdes. C'est-à-dire que pour être actives, il va falloir avoir des récepteurs au niveau des membranes, il va falloir activer ces récepteurs membranaires, et puis il va falloir aussi des mitochondries en bonne santé, parce qu'on va avoir des récepteurs au niveau mitochondrial. Et surtout, comme les hormones sont aussi de nature lipophile, on va atteindre même des récepteurs au niveau nucléaire jusqu'à atteindre le génome. Donc, on va avoir besoin des nutriments indispensables pour une bonne expression du génome, notamment la vitamine D et la vitamine A, qui sont évidemment les vitamines aussi nécessaires pour l'activation des récepteurs membranaires au niveau cellulaire. Sans ça, la T3, elle ne peut pas rentrer dans la cellule. La vitamine A, c'est vraiment important dans ce cas-là qu'elle soit d'origine animale parce que les hormones thyroïdiennes sont indispensables à la conversion du bêta-carotène, donc la pré-vitamine A, en vitamine A. Donc, en hypothyroïdie, la conversion se fait mal. La vitamine A, elle va avoir des taux qui ne vont pas être suffisants. Ce n'est pas toujours évident à doser parce qu'on est sur une vitamine liposoluble et donc, du coup, on a quand même des stocks. Mais on peut avoir des taux qui sont qui ne décollent pas. C'est ce qui explique aussi pourquoi les personnes qui sont en hypo ont tendance à avoir la paume des mains ou la plante des pieds un peu orangée parce que le bêta-carotène ne finit pas sa conversion en vitamine A. En fait, dans la boucle thyroïdienne, il y a plein de cercles vicieux. Par exemple, dans ce cas, on a besoin des hormones thyroïdiennes pour bien assimiler et pour bien convertir certaines choses comme la vitamine A, et on a besoin de nutriments comme la vitamine A pour avoir un bon fonctionnement thyroïdien. Tout à l'heure aussi, on a parlé de la problématique de l'hypochloridrie. Généralement, il y a un lien aussi entre hypothyroïdie, hypochloridrie, alors qu'on a besoin d'un estomac fonctionnel pour avoir une bonne thyroïde et d'une thyroïde fonctionnelle pour avoir un estomac qui fonctionne bien aussi. Donc, il y a plein de cercles vicieux comme ça qu'on peut nous enrayer en naturo ou en micronutrition. Alors, au niveau de la mesure aussi, juste un petit mot par rapport à ça, on ne peut pas mesurer la capacité d'une cellule à recevoir l'hormone thyroïdienne. Il n'y a vraiment que la clinique qui peut nous le permettre. Donc, si tout est OK en amont et qu'on voit que finalement la personne a quand même une clinique d'hypothyroïdie, on peut se dire qu'effectivement, au niveau des récepteurs nucléaires, enfin des récepteurs cellulaires et notamment nucléaires, il y a peut-être des choses à faire. Donc là encore, un tableau. Alors ça, c'est pareil, c'est une des slides peut-être les plus importantes de la présentation où vous avez les 4 causes principales d'une clinique d'hypothyroïdie et vous avez à chaque cause une solution qui correspond. Donc, si ça bug au niveau de la synthèse, on va regarder au niveau des apports. On va regarder, et s'il manque d'apport, évidemment, on va corriger l'alimentation. On va, comme je vous l'ai dit, éviter les aliments goitrigènes, supplémenter si besoin. Est-ce que c'est un problème d'assimilation? À ce moment-là, on va plutôt orienter notre attention sur le soutien gastrique et intestinal. Bien penser à la mastication. Il faut vraiment qu'on embête nos consultants avec ça. Non, pas les embêter, mais il faut vraiment les informer par rapport à ça. Sur les perturbateurs endocriniens aussi, vous verrez après, je vous ai fait une petite fiche récap que vous pouvez aussi transmettre à vos consultants parce que c'est vraiment indispensable dès qu'on parle thyroïde.
dès qu'on parle des règlements hormonaux en général, mais encore plus thyroïde. Si la cause de l'hypothyroïdie, c'est une mauvaise conversion, on va regarder s'il y a le stress chronique. Et dans ce cas-là, on va proposer des outils de gestion du stress, des plantes adaptogènes. Est-ce que c'est lié au jeûne ou à un régime amaigrissant? Là, on le déconseille clairement en cas d'hypothyroïdie. Alors après, il y a des choses qu'on peut bien préparer, etc. Mais voilà, ça favorise trop la conversion en RT3 dès qu'il y a un stress physiologique. Et puis, on va regarder aussi la bonne fonctionnalité des organes périphériques. Si elle n'est pas suffisante, alors on va les soutenir toujours avec nos méthodes naturopathiques. Si c'est au niveau de la réception cellulaire, on va déjà s'assurer d'une bonne santé cellulaire et aussi membranaire, c'est-à-dire avec des phospholipides, des oméga-3, vitamine A, vitamine D, les mitochondries aussi qui ont leur rôle à jouer. Et puis, si on est dans une problématique d'auto-immunité, on ne va pas forcément accompagner la thyroïde telle qu'elle, on va vraiment s'intéresser à cette problématique d'auto-immunité, c'est-à-dire qu'on va porter notre attention sur l'hyperperméabilité intestinale, sur le stress qui est un énorme facteur déclenchant des maladies auto-immunes, sur l'alimentation qui doit être hypotoxique, etc. On va voir aussi s'il n'y a pas une infection froide, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas une candidose, un Lyme, un herpès. Généralement, dans les hypothyroïdies, c'est plutôt candidose, mais il peut y avoir aussi d'autres infections froides qui sont en cause. Si on est sur un terrain inflammatoire, est-ce qu'il y a consommation de tabac, d'alcool, etc. Dans les solutions, c'est tout ce qui va concerner les maladies auto-immunes. Alors, je vous ai mis quand même arrêt du gluten parce qu'il y a plusieurs études qui ont montré un lien très, très proche entre la consommation de gluten, la protéine, la gliadine qui vient perturber le système immunitaire et la thyroïde. Et donc, il y a vraiment un lien très, très fort entre gluten et hypothyroïdie auto-immune. Au niveau de l'hyper, alors je vous ai quand même mis une petite slide par rapport à ça, même si on ne l'aborde pas pleinement aujourd'hui, mais c'est aussi important de voir un petit peu comment on peut diriger ça. Donc, je vous ai dit hyperthyroïdie, stress, auto-immunité principalement. Donc en stress, là aussi on va être sur la gestion du stress, sur des plantes adaptogènes plutôt à visée relaxante. Au niveau de l'auto-immunité, même conseil que pour l'hypothyroïdie. Je vous ai mis alimentation AIP. Alors AIP, c'est programme ou parcours auto-immun. Enfin bref, c'est une alimentation qui est vraiment orientée pour les troubles auto-immuns, qui est plutôt régime paléo, mais avec d'autres subtilités. Ça peut parler à quelques-uns, donc c'est aussi pour ça que je vous l'ai mis là, parce que c'est une alimentation qui est peut-être moins connue que celle de Seignalais, par exemple, qui est aussi très, très intéressante, évidemment. Là, on va pouvoir consommer les aliments goitrigènes. Donc, quand on est en hyperthyroïdie, on peut manger des choux matin, midi et soir sans problème. Ça va venir freiner la thyroïde. Et d'un autre côté, on va peut-être éviter l'excès d'iode. Donc, on ne va pas se faire du tartare d'algues à chaque repas, par exemple. En hyperthyroïdie, on peut aussi retrouver les personnes qui sont complètement surexcitées quand elles vont à la mer, quand elles font un séjour de quelques jours à la mer. Elles sont complètement surexcitées. Alors qu'une personne qui est en hypothyroïdie, quand elle fait un séjour à la mer, elle a l'impression de revivre un petit peu. En tout cas, quand c'est lié à l'iode. Et puis voilà, 3 petites plantes phyto, donc soit pour diminuer les taux de TSH, soit pour les terrains anxieux, soit aussi pour l'activité un petit peu hypothyroïdienne. Donc dans le cas de la mélisse, elle est presque contre-indiquée. Alors contre-indiquée. Par principe de précaution, on n'utilise pas la mélisse sur une hypothyroïdie. S'il y a des soucis d'anxiété avec somatisation digestive, etc., on pensera à d'autres plantes, mais pas celle-ci, du coup. Ah, avant de passer à ce nouveau chapitre, juste vous mettre en garde aussi de faire attention à tout ce qui est cycle hyper, hypo, parce qu'à ce moment-là, en fait, ça indique aussi que la glande, elle est en souffrance. Elle essaye toujours de rééquilibrer, mais ça part trop loin à chaque fois. Et là, c'est un signe aussi que la glande est en train de se dégrader. Et parfois, on met même un diagnostic de bipolarité ou de problème psychologique, voire même psychiatrique, parce que on a des symptômes thyroïdiens, mais ce sont des symptômes qui ne sont pas spécifiques. On peut avoir de la fatigue chronique, troubles de l'humeur, de la concentration, de la mémoire, etc. Donc, on peut avoir l'impression que, soi-disant, ça vient du cerveau. Mais pour rappel, la thyroïde est intimement liée aussi, justement, à ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, on peut parfois passer à côté de certaines choses. Donc, c'est important de pouvoir optimiser la thyroïde avec des facteurs nutritionnels, de pouvoir moduler l'immunité si nécessaire pour éviter aussi ce genre de diagnostic.
Alors, pour ceux qui connaissent déjà ma manière de fonctionner, ben, je reprends toujours pour tous les systèmes du corps, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'avant de restructurer, on va arrêter d'agresser déjà. Donc là, ça va être la première étape, la protection. On arrête d'agresser. Et puis ensuite, on va soutenir la production. On va soutenir la fonctionnalité avec le transport, la conversion. Et puis, on va soutenir la réception au niveau cellulaire. Donc, pour arrêter d'agresser, une petite slide très synthétique où, évidemment, on évite l'exposition aux polluants le plus possible, la consommation d'aliments goitrigènes, les sources de gluten, les régimes amincissants et le jeûne. Alors, vous voyez ici, là, on a un schéma qui reprend justement les différentes étapes de la synthèse des hormones thyroïdiennes et de leur utilisation. Et les perturbateurs endocriniens peuvent intervenir à chaque étape. Donc, c'est vraiment quelque chose de clé dans notre démarche. Voilà la petite fiche dont je vous ai parlé. Je vous laisserai la découvrir plus en détail. C'est une fiche qui est assez simple, que vous pouvez envoyer. Alors, je ne sais plus où je l'avais trouvée, mais bon, il y a les références. Donc, je vous la transmets parce que je la donne aussi à mes consultants. Ça met en garde principalement sur la qualité de l'air intérieur, puisque celui-là, on a un petit peu plus de pouvoir dessus. Donc, faire très attention à tous les halogènes, ce qu'on appelle les halogènes, donc le chlore, le fluor, le bromure. Le bromure, on en trouve dans tous les canapés, tapis, matelas. C'est pour éviter les incendies. Alors, quand on a un nouveau matelas, on dort super bien. Mais en fait, c'est parce que le bromure vient se mettre à la place de l'iode et du coup, on est en hypothyroïdie. Bon, c'est un petit peu caricatural ce que je raconte, mais c'est presque ça. On pense aussi aux chambres des bébés qu'on fait tout à neuf avec des super tapisseries ou des super peintures, des meubles neufs, des nouveaux matelas, etc. Et en fait, il y a énormément de perturbateurs endocriniens qui vont perturber la thyroïde de nos bébés, de nos enfants. Et les hormones thyroïdiennes, elles sont indispensables à tout ce qui est croissance et aussi développement même cérébral aussi. Donc voilà, pour les perturbateurs endocriniens, on en trouve vraiment partout. Il y a des choses qu'on peut faire. Même si on ne peut pas se protéger de tout, il y a quand même des choses qu'on peut faire, même dans la cuisine ou au niveau des produits d'hygiène, des produits cosmétiques. Pour faire le ménage, on peut utiliser du bicarbonate, du vinaigre blanc, du savon noir et ça marche très bien. Voilà, il y a beaucoup de choses à mettre en place rien qu'à ce niveau-là. Les modes de cuisson, enfin les ustensiles de cuisine, etc., etc., etc. Je vous laisserai découvrir ça. Et une fois qu'on a arrêté d'agresser notre thyroïde, on va pouvoir intégrer des bonnes habitudes. Donc, basiquement, la gestion du stress, une alimentation adaptée. Alors là, je vous ai mis la crème de la crème. C'est l'huître. C'est un super aliment dans tout ce qui est clinique d'hypothyroïdie parce que l'huître apporte de l'iode, elle apporte aussi de la tyrosine et du sélénium. Donc, comme ça, on peut faire une petite cure d'huître pour booster la thyroïde. Cette image-là, c'est plus symboliser le fait de se préserver de tous les polluants, les perturbateurs endocriniens. Et puis aussi, remettre le pied à l'étrier, c'est-à-dire reprendre une activité physique, même douce, même si c'est une demi-heure de marche par semaine, même ou 20 minutes par jour. Enfin, ça va dépendre des personnes. Mais on est toujours dans l'idée des petits pas. On ne va pas mettre quelqu'un qui est en hypothyroïdie à faire la course tous les jours. Ce n'est pas la peine. Mais on peut voir avec la personne aussi ce qu'elle voudrait, ce qu'elle accepterait de mettre en place pour éviter de rentrer dans ce cercle vicieux, hypothyroïdie, fatigue. Du coup, je ne fais plus rien parce que je suis fatiguée et en fait, moins j'en fais, moins j'ai envie d'en faire et moins je peux en faire. Donc, l'idée, c'est de ramener petit à petit un petit peu d'exercice physique. Alors là, je vous ai mis le super exercice physique, le longe-côte dans la mer pour bénéficier aussi de l'air iodé, par exemple. Voilà, ça peut être, pour ceux qui ont la chance de vivre à côté de la mer ou de l'océan, ça peut être une bonne proposition. Par contre, on va éviter les piscines qui sont riches en chlore et qui viennent aussi prendre la place de l'iode. En fait, tous ces halogènes, là, fluor, chlore, bromure, etc., et l'iode aussi, qui est un halogène, ce sont des substances qui sont très volatiles. Et donc, elles peuvent facilement être assimilées par nous, par notre corps. Et l'iode aussi est très volatile. Donc, si vous avez des algues séchées, par exemple, ou que votre pot est ouvert, ou même un sel iodé qui reste ouvert, l'iode, elle s'envole. Elle va pas vous attendre. Donc, il faut aussi faire attention à ça quand on consomme des aliments riches en iode. Et puis, évidemment, pour avoir les soutiens en phytothérapie et en micronutrition.
Alors, le Loritirol, c'est un complément qui a vraiment un intérêt global dans l'accompagnement thyroïdien. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui, parce qu'en fait, il agit sur toutes les étapes de notre système thyroïdien, donc sur la synthèse, sur la conversion et sur la réception. Au niveau de la synthèse, on va avoir la tyrosine, qui est un acide aminé essentiel à la production des hormones thyroïdiennes, qui est nécessaire aussi à la synthèse des neurotransmetteurs, les catécholamines, donc c'est-à-dire dopamine, adrénaline, noradrénaline, qui ont des effets en fait très positifs sur l'énergie, sur l'humeur et aussi sur la capacité à affronter les stress et à les surmonter. En fait, on va retrouver les cofacteurs enzymatiques qui vont être, comme vous le voyez, à des doses très intéressantes. Vous avez même du manganèse et du molybdène, ce qui est assez rare dans les compléments thyroïdiens. C'est assez rare pour être souligné. Donc voilà, ça mérite d'être dit quand même. On a aussi des plantes adaptogènes comme le schizandra qui vont agir du coup sur le cholestérol, pas du tout, enfin sur le cortisol et qui vont favoriser la bonne conversion de T4 en T3. Le choléus qui va venir réguler de nombreuses fonctions métaboliques. Alors lui, voilà, il touche aussi beaucoup de systèmes et il va réguler entre autres la TSH et l'insuline par exemple. Il a un principe qui s'appelle la force choline et qui va permettre aussi la régulation de la thermogénèse dans les cellules grasses, mais dans les cellules, comment dire, en fait, il va favoriser la perte de masse grasse tout en préservant la masse maigre. Voilà, donc on retrouve aussi un équilibre à ce niveau-là. Le gugule, bon alors là c'est la plante de la thyroïde. Le gugule, il va augmenter la fonction thyroïdienne en augmentant l'absorption de l'iode. Il élève aussi l'activité de la TPO. Il augmente le taux d'hormones thyroïdiennes. Donc il y a plein d'études à ce sujet. Ça peut être vraiment intéressant d'y jeter un œil. Il diminue l'oxydation aussi des lipides, même au niveau du foie, et c'est ce qui va permettre de mieux convertir la T4 en T3. Vous trouvez aussi de la vitamine D, la vitamine A, qui est absolument indispensable à la bonne réception des hormones thyroïdiennes, mais qui va être aussi indispensable en cas d'Hashimoto parce qu'on est sur une maladie auto-immune. Il y a du sélénium pour la bonne conversion, pour le recyclage de l'iode, pour son effet antioxydant. Il y a aussi du zinc. Alors, on s'est rendu compte que, alors un autre cercle vicieux, tout dérèglement de la thyroïde, que ce soit en hyper ou en hypo, peut provoquer une carence en zinc. Et la carence en zinc, elle va à son tour influencer le taux de TSH, de T4 et de T3. On s'est rendu compte que le taux de zinc dans le sang, il va être corrélé aux dimensions du goitre, mais aussi à la concentration de T3 qui va être libérée. Et c'est corrélé aussi aux anticorps antithyroïdiens. Donc, dans tout ce qui est problématique d'auto-immunité. Et puis, le zinc, c'est une partie aussi essentielle de la désiodase. Alors, c'est vrai que là, je vous l'ai mis, peut-être que vous ne le voyez pas, du coup, si vous ne voyez pas le bas, je vous ai mis plus fer ou plus iode en fonction des besoins, parce qu'on ne peut pas supplémenter aveuglément ni en iode, ni en fer, et c'est pour ça qu'il n'y en a pas dans ce complément. C'est intelligent, parce que ça permet aussi justement d'adapter en fonction de chacun. S'il y avait eu du fer, vous n'auriez pas pu le donner à plein de monde, ou s'il y avait eu de l'iode, ça aurait été pareil. Donc, et puis en plus, voilà, il y a les problèmes aussi de compétition parfois avec certains micronutriments. Donc, s'il y a besoin d'un apport en fer supplémentaire, s'il y a une anémie carentielle, on peut penser au fer-alim, qui est aussi hyper intéressant parce qu'il a tous les cofacteurs, il est extrêmement bien accepté parce qu'on est sur une forme de bisglycinate, donc c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui me connaissent aussi, c'est le complément qui m'a fait connaître l'Orica. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là avec vous aujourd'hui, parce que j'ai adhéré tout de suite. Et bref, juste pour revenir du coup sur le fer, le fer, en tout cas, la carence en fer, elle est toujours associée à une réduction de la fonction thyroïdienne, puisque la peroxydase, elle est fer dépendante. Et une anémie carentielle, ferriprive, après, les anémies, elles peuvent être liées à d'autres choses, même à une carence en molybdène, par exemple. Donc, une anémie carentielle, elle peut influencer le métabolisme de la thyroïde sous plusieurs aspects. On va avoir une réduction de la liaison de la T3 au récepteur nucléaire du foie.
On va avoir une diminution de l'activité de la TPO qui va être du coup, qui va pas pouvoir synthétiser les hormones thyroïdiennes, et puis tout ce qui est lié au métabolisme thyroïdien par manque d'apport d'oxygène, en fait, tout simplement. Le fer aussi, il amplifie l'effet de l'iode, donc ça c'est plutôt intéressant, et puis il va être essentiel à la formation du cytochrome qui est la base de l'ATP, et de la production d'énergie. Il est aussi nécessaire à la formation de la catalase, qui est une enzyme antioxydante hyper importante qui va protéger les cellules thyroïdiennes de leur propre production de peroxyde d'hydrogène, puisque la production d'hormones thyroïdiennes est extrêmement oxydante. Et c'est pour ça qu'en cas d'hyperthyroïdie, il y a souvent un stress oxydatif extrêmement présent aussi. Juste quand même les petits conseils d'hygiène vitale. Alors j'imagine que vous les savez déjà, mais des petits rappels parfois ne font pas de mal. Pour remonter le taux de fer, il faut toujours éviter de prendre en même temps le fer ou des aliments riches en fer, en même temps que du thé, en même temps que des produits laitiers, par exemple, qui vont venir inhiber son absorption. On va être aussi vigilant à la carence en fer chez les personnes végétariennes ou encore plus végétaliennes, et chez les personnes en hypochlorhydrie ou sous IPP, par exemple, sous traitement antiacide. Quand on supplémente en fer, aussi, pour les personnes qui prennent déjà des hormones de synthèse, il vaut mieux espacer de 3 voire 4 heures entre les prises, entre fer et hormones thyroïdiennes, parce que les substances, elles peuvent se neutraliser. Voilà, donc les petites précautions. Alors, si on veut avoir une action plus précise sur la mitochondrie, eh bien sûr, on pourra penser aux antioxydants, je vais en parler juste après, et à la coenzyme Q10. Donc, la coenzyme Q10, elle intervient dans la mitochondrie pour la production d'ATP, c'est-à-dire pour la vitalité. C'est aussi un antioxydant lipidique qui est hyper intéressant, justement, notamment au niveau mitochondrial. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une corrélation entre la diminution du taux de coenzyme Q10 et les dysfonctionnements de la thyroïde. Alors, je ne l'ai pas mis ici, mais c'est vrai qu'on a aussi le magnésium qui peut être hyper intéressant pour favoriser les mécanismes actifs de transport de l'iode. Je vous rappelle que c'est un mécanisme actif, c'est-à-dire ATP dépendant. La TPO aussi qui va être magnésium dépendante, et puis il y a souvent une corrélation entre l'hypothyroïdie et la carence en magnésium. Alors ça peut être lié au stress ou à d'autres facteurs, au déséquilibre acido-basique, etc., etc. Pour réduire le taux de cortisol, alors c'est pareil, toujours de toute façon, avant même de supplémenter quoi que ce soit, on part toujours au niveau des conseils d'hygiène de vie. Alors là, je vous ai mis un petit lien de cohérence cardiaque, un petit exercice de 5 minutes que vous pouvez envoyer à vos consultants. On en trouve divers et variés sur YouTube. Il y a aussi un site qui est intéressant, mais je n'ai plus le nom en tête. Là, c'est équilibré. Alors là, c'est pareil, c'est un site aussi que j'ai découvert il y a quelques temps, que je trouve plutôt pas mal, en fait, même carrément super. C'est Manger Santé. Ils proposent des recettes qui sont élaborées par des naturopathes. Donc, ça vous crée en plus un menu de la semaine et ça vous génère automatiquement la liste de courses. Donc, pour tout ce qui est aspect pratico-pratique pour pouvoir orienter nos consultants vers une démarche alimentaire hypotoxique, c'est vraiment un outil qui est très intéressant. Après, évidemment, on adapte et voilà, ce ne sera pas forcément à partager à tout le monde. Il y a quand même une base qui est très intéressante. Et puis après, pour réduire le stress, en fonction des profils, on va pouvoir par exemple piocher du côté de la rhodiole. Alors ça va être surtout pour rééquilibrer les neurotransmetteurs, donc le côté dopaminergique, voilà, où on se sent plus motivé le matin, sérotoninergique, où on est plus serein le soir, et puis le côté GABA aussi qui va favoriser l'endormissement, diminuer l'anxiété. Il y a aussi du GABA tout court, avec tous ces cofacteurs bien sûr, mais où là on va vraiment axer sur le GABA. Plus pour les terrains anxieux, pour favoriser la prise de recul, pour favoriser le sommeil. Alors là, c'est pareil, sommeil thyroïde, c'est un autre cercle vicieux parce que le manque de sommeil va favoriser l'hypothyroïdie favorise le manque de sommeil. Donc, on peut aussi plonger dans ce cercle-là pour le rendre vertueux. On peut penser encore une fois au magnésium, donc dès qu'il y a du stress chronique, dès qu'il y a acidification du terrain aussi. Celui-ci est intéressant parce qu'il y a tous les précurseurs des neurotransmetteurs qui nous concernent en tout cas. Et puis, on peut penser aux oméga 3, aussi bien pour le fonctionnement cérébral, mais aussi pour l'inflammation, surtout quand on est sur un terrain inflammatoire. Et puis, parce que les oméga 3 vont aussi permettre d'augmenter la sensibilité des récepteurs cellulaires aux hormones thyroïdiennes, ce qui n'est pas négligeable dans notre cas.
Si on est plutôt sur comment dire, sur une hypothyroïdie auto-immune, voire même hyper en fait, si on est sur une thyroïdite auto-immune, on va tabler donc sur la réparation intestinale et sur l'équilibre du microbiote. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup le Miriaflore parce que je trouve qu'il est très complet. On agit vraiment sur la réparation, on agit vraiment sur le soutien du système intestinal. Donc, on n'est pas sur une partie, on est vraiment sur le côté systémique. Les bactéries qui sont choisies aussi, elles vont vraiment servir à revitaliser nos propres bactéries. Ça profite. Et on retrouve aussi tous les éléments qui vont être nécessaires à la reconstruction de la barrière intestinale. Au niveau des antioxydants, dans les thyroïdites inflammatoires, donc qu'elles soient inflammatoires ou auto-immunes, enfin auto-immunes forcément inflammatoires, mais elles peuvent être inflammatoires sans être encore auto-immunes, jouer avec les antioxydants, ça va vraiment être presque indispensable. Donc, on colore l'assiette au maximum, évidemment. On essaye d'arrêter le tabac, si c'est possible, si la personne est en demande aussi de ça, de tout ce qui peut favoriser l'oxydation. Parce qu'en fait, le stress oxydatif et l'inflammation vont avoir un rôle hyper important dans les dérèglements de la thyroïde. Les problèmes de thyroïde, simplement, ils peuvent dériver juste des dommages qui vont être causés par les radicaux libres et par des processus inflammatoires qui vont s'exprimer à d'autres niveaux dans le corps, à d'autres endroits dans le corps, à d'autres parties, quoi. Et dans le cas d'hyperthyroïdie, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais le stress oxydatif, il est vraiment très, très important parce qu'on produit beaucoup d'hormones thyroïdiennes et que cette production est très oxydative. Donc, on va avoir de nombreux micronutriments qui vont se comporter comme des antioxydants et qui vont être capables de neutraliser le stress oxydatif, mais aussi la toxicité des métaux lourds comme la vitamine A, la vitamine C, la vitamine E, le sélénium, le superoxydismutase, le transrévératrol, etc. etc. L'activité de la superoxydismutase aussi, elle a été mise en lumière vraiment au niveau de la fonction thyroïdienne. En fait, enfin tous, mais il y a eu, je crois qu'il y a encore eu des études assez récentes là-dessus. Pour la vitamine C, bon, la vitamine C, c'est pareil, hein, on ne la présente plus, elle est indispensable dans une grande quantité de métabolisme, mais elle va aussi renforcer les glandes surrénales et puis elle va inhiber la formation d'amines nitrées et faciliter l'élimination des métaux lourds. Donc, on travaille aussi même en amont de l'agression thyroïdienne. Et on estime de toute façon qu'il y a toujours besoin d'un apport en vitamine C. Alors, c'est enrichir l'assiette à fond. Et si c'est nécessaire, on supplémente, surtout en cas de maladie chronique. Et en particulier quand il y a des infections. Donc, on pourra penser à nos infections froides dans la thyroïde ou des inflammations, qui est souvent présente aussi dans notre cas. Elle va aussi donner des électrons à la carnitine et à la tyrosine qui sont nécessaires à la fonction thyroïdienne. Donc, comme c'est une vitamine en plus qui est hydrosoluble, elle ne peut pas être stockée dans l'organisme, donc il faut vraiment veiller à un apport assez régulier quand même de vitamine C. Et puis, on évite, pour la préserver, de consommer, enfin pour la brûler, entre guillemets, pour rien, de consommer trop d'alcool, trop de tabac, voilà. Il y a la pilule et certains médicaments aussi qui peuvent venir un petit peu enrayer le métabolisme en lien avec la vitamine C. Et puis, alors là, je vous ai fait sous forme de fiche une synthèse des éléments essentiels à la santé thyroïdienne. Donc, on peut les passer rapidement en revue, puisqu'en fait, comme chaque organe, hein, la thyroïde, elle a besoin de micronutriments spécifiques aussi pour effectuer correctement ses fonctions. Donc, j'espère qu'à ce stade de la conférence, vous avez compris que beaucoup de personnes peuvent souffrir de dysfonctionnement de la thyroïde à cause de carences nutritionnelles et sans que soit présent nécessairement une pathologie évidente au niveau de la glande. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'iode, je vais juste boire une gorgée et je reviens. Je t'en prie, je t'en prie. En ce qui concerne l'iode, donc, comme je vous l'ai dit, avec la tyrosine, elle est indispensable à la formation des hormones thyroïdiennes. Quand on manque d'iode, ça peut même entraîner justement la formation d'un goitre, puisque la thyroïde, elle va compenser
son taux hormonal bas en accroissant son tissu. L'iode, elle fait aussi partie de la structure de certains récepteurs hormonaux, en général, en fait. Et donc, une carence en iode peut aussi contrecarrer la communication de toutes les hormones dans le corps. Et il peut aussi y avoir un lien même avec la résistance à l'insuline, comme avec la résistance aux hormones thyroïdiennes, par exemple. Et il est important de savoir que même en présence d'une carence légère en iode, quand on est juste en dessous de 100 par exemple, l'organisme il peut rester euthyroïdien, c'est-à-dire dans un équilibre voilà, apparent en tout cas, mais au prix d'une thyroïde qui va quand même cravacher un petit peu plus et il peut y avoir formation de nodules ou, voilà, ou de goitres. Donc, en ce qui concerne l'iode, le problème, c'est que enfin, les problèmes possibles, c'est que soit il en manque, soit il y a des bloqueurs. Voilà, généralement, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on a vu aussi aujourd'hui. Donc, au niveau de la quantité journalière, elle est conseillée autour de 150 microgrammes. Ça équivaut à, par exemple, une bonne poignée d'algues. En fait, enfin ouais, même un peu plus, 2 bonnes poignées d'algues, par exemple. On peut en retrouver aussi dans le sel iodé, on peut en retrouver dans tous les produits de la pêche, dans le sel marin gris. Je ne vais pas citer de marque, mais faites attention parce qu'il y a des sels iodés qui utilisent le marketing en disant voilà, riche en iode, etc. Mais en fait, il y a du fluor aussi dedans. Donc, zéro effet, enfin complètement nul. Donc, faites attention à ça. Ne vous laissez pas avoir par le marketing. Oui, donc sinon, voilà, je vous l'ai dit, les algues, les produits de la pêche, l'huître à fond, c'est un super, avec l'eau dedans, c'est un super aliment par rapport à ça. Alors, Maëva, je te coupe simplement. Je précise que le laboratoire Lorica est en train de créer un produit donc qui va apporter de l'iode naturel, en fait, grâce à une laminaire. Donc, qui apportera 150 microgrammes. Donc, ça, ce sera dans un deuxième temps, mais on va le proposer voilà, assez rapidement. Très bientôt. Et oui, donc effectivement, quand on ne parvient pas à augmenter son taux d'iode naturellement, on pense supplémentation. Et c'est toujours intéressant de supplémenter iode avec sélénium. Voilà, de ne pas faire l'un sans l'autre, parce qu'en fait, l'iode, à un moment, elle va s'oxyder. Et en fait, ça va créer du peroxyde d'hydrogène, mais on peut se demander, est-ce qu'on n'en crée pas trop? Qu'est-ce qui contrôle tout ça? Mais en fait, ça va être le glutathion. Et c'est une enzyme, le glutathion, pareil, on connaît un glutathion peroxydase, c'est une enzyme qui est très importante, mais qui a besoin de sélénium. Et c'est pour ça qu'il faut apporter du sélénium. Donc, le laurityrol avec cette iode-là, ça peut être vraiment intéressant parce qu'il y a des doses de sélénium qui sont intéressantes aussi dedans. Bon, normalement, il y a un système de rétrocontrôle. Quand il y a trop d'iode, il y a un système de blocage qui va permettre d'éviter un petit peu cette déstabilisation. Mais on se rend compte que voilà, le sélénium est quand même vraiment important pour ça. Alors justement, au niveau du sélénium, c'est vraiment un antioxydant vital, c'est un élément qui est indispensable à la fonction thyroïdienne. Malheureusement, nos sols sont de plus en plus pauvres en sélénium à cause de l'agriculture intensive, etc. etc. On ne va pas rentrer dans le débat aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est à prendre en compte. Et pourtant, la thyroïde fait partie des organes les plus riches en sélénium. Le sélénium, c'est l'élément qui va préserver l'intégrité de la glande thyroïde contre le stress oxydatif, mais aussi contre les métaux lourds, donc tout ce qui est plomb, cadmium, mercure, arsenic, etc. Et comme je vous le disais, donc la synthèse, elle est très oxydante. On a besoin de sélénium pour tamponner cette oxydation. Le sélénium, elle fait aussi partie d'une série de protéines, les enzymes sélénium dépendantes qu'on a vues tout à l'heure, et qui vont réguler donc la synthèse des hormones, qui vont convertir les hormones T4 en T3, et puis en fait qui vont maintenir la juste quantité d'hormones thyroïdiennes dans le sang et dans les tissus. Le sélénium, il permet aussi de recycler l'iode de l'organisme. Et puis, il a un rôle immunitaire et un rôle dans la diminution de l'inflammation. On s'est rendu compte qu'il y a des thyroïdites auto-immunes qui peuvent être déclenchées par carence en sélénium. En tout cas, chez les personnes prédisposées, ça se déclenche toujours sur des terrains qui sont prédisposés à ça. Mais voilà, il faut le savoir. Il y a des études aussi qui montrent, alors je pense qu'elles sont à la fin, je vous ai mis encore quelques pages avec des études, vous pourrez aller regarder et farfouiller. Chez les personnes atteintes d'Hashimoto, on s'est rendu compte que la supplémentation en sélénium diminue de manière très importante le taux d'anticorps antithyroïdiens. Et ça améliore aussi la structure du tissu thyroïdien.
Qu'est-ce que je pourrais... Ah oui, au niveau des thyroïdites postpartum aussi, le sélénium est très indiqué pour permettre un retour à l'équilibre plus rapide. Et c'est vrai que bon, quand on a 1, 2, 3 enfants, la thyroïde, elle peut réussir à revenir assez rapidement. Tout dépend aussi de la vitalité. Mais parfois, au bout du 4e, voilà, on sent qu'il y a une thyroïde qui s'essouffle aussi un petit peu. Donc là, le sélénium va être indiqué. Alors, le fer, bon, on en a déjà parlé tout à l'heure. Donc, vraiment, la carence en fer qui est associée à la réduction de la fonction thyroïdienne, c'est ce qu'il faut retenir. Le fer est nécessaire au bon fonctionnement de certaines enzymes. Et donc, on va aussi retrouver des aliments qui vont être riches en fer à rajouter dans l'assiette, en prenant attention à bien respecter les recommandations que je vous ai données tout à l'heure. Et puis, si nécessaire, on supplémente. Au niveau du zinc, alors c'est pareil, on en a parlé tout à l'heure, mais en fait, le zinc, c'est vraiment un élément qui est fondamental pour tout l'organisme. Il est impliqué dans des centaines de processus biochimiques. Donc, comme le sélénium, le zinc, il souffre aussi de l'appauvrissement des sols, il souffre de l'industrialisation de l'alimentation avec le raffinage, le polissage, la transformation des aliments, la présence des métaux lourds, etc., etc. Il y a des trucs tout bêtes aussi. En naturopathie, on a tendance à conseiller de manger beaucoup d'amandes. Enfin, les oléagineux, on aime bien, les naturaux, voilà, il y a plein de choses hyper intéressantes, certes, mais par exemple, dans les amandes, il y a aussi beaucoup d'acide phytique, qui est un antinutriment du zinc. Donc, quand on recommande de tremper les amandes 2 heures au moins avant de les consommer, c'est pour justement libérer ces antinutriments pour ne garder que les micronutriments qui nous intéressent. Donc, c'est pour ça, si jamais vous vous posiez encore la question. Alors le zinc, bon, c'est pareil, on en retrouve aussi dans les huîtres, on en retrouve dans les aliments animaux en grande quantité. Et voilà, la carence en zinc, elle va vraiment avoir un effet délétère sur la fonction thyroïdienne. Au niveau de la vitamine D, alors là, c'est pareil, elle va moduler le système immunitaire. Quand il y a une carence en vitamine D, il y a vraiment des prédispositions aux maladies chroniques comme les diabètes, les auto-immunités, les maladies neurodégénératives, l'ostéoporose, les maladies cardiovasculaires, la barrière intestinale aussi, hein, qui est du coup est compromise. Et donc, la maladie thyroïdienne ne fait pas exception. On a vraiment constaté qu'elles surviennent beaucoup plus fréquemment chez les patients qui ont une carence en vitamine D. Voilà, alors bon, au niveau des taux, c'est pareil, là, on est un petit peu plus exigeant en naturopathie et en micronutrition. On aime bien quand ils se situent entre voilà, 60, 70, voire un peu plus même pour certaines personnes. Mais déjà, si on arrive à 60, c'est déjà très très bien, contrairement à 30 conseillés dans... Le médecin, s'il voit 30, enfin le médecin, je généralise, hein, vraiment, enfin c'est nul un peu ce que je viens de dire, mais certains médecins, quand ils verront 30, ils vous diront en fait tout est OK. Voilà, 30, bah, on est dans les normes, c'est OK, mais en fait, à 30, vous allez à peine pouvoir métaboliser le système, au niveau du système ostéo-articulaire, mais pour tout ce qui est immunitaire, pour tout ce qui est homéostasie, réception nucléaire, etc., alors barrière intestinale, thyroïde et tout, là, on n'y est pas du tout. Donc, il faut vraiment veiller à des taux un peu plus importants. Au niveau de la vitamine A, eh bien, elle aussi, elle renforce le système immunitaire. Elle est vraiment indispensable, comme je vous l'ai dit, en cas de Hashimoto. Donc, il y en a aussi dans le laurityrol. Elle réduit les risques d'infection. Elle est aussi utile dans l'auto-immunité. La vitamine A, elle peut réduire la TSH. Elle peut aussi réduire les volumes de goitre. En cas d'hypothyroïdie, la conversion, elle ne se fait pas. Donc, l'apport de vitamine A animale est vraiment indispensable. Supplémenter en bêta-carotène, c'est absolument inutile en cas d'hypothyroïdie. Et puis, ouais, voilà, en gros. Après, vous avez tout. Ce qu'on pourrait dire aussi, c'est qu'une carence en vitamine A, elle réduit aussi l'absorption de l'iode par la glande thyroïde. Elle diminue aussi la synthèse de l'ATG, la thyroglobuline. Et puis, elle va réduire la conversion de la T4 en T3 et elle réduit aussi l'absorption et la liaison en fait, de la T3, enfin tout ce qui se passe autour de transport et libération de la T3. Donc, elle est aussi très importante pour ça. Alors, les vitamines du groupe B, donc j'ai fait juste une slide pour toutes les vitamines du groupe B.
Sinon, on en aurait pour l'après-midi. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, donc, c'est qu'on a des vitamines qui vont participer à la production, d'autres qui vont participer à la conversion. On peut aussi faire le lien avec la méthylation, bonne lecture du génome, etc., terrain inflammatoire, etc., etc. Alors, tout ce qui est lié méthylation, homocystéine, terrain inflammatoire, bonne lecture du génome, ça mériterait un webinaire à lui seul. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les vitamines B, elles contribuent aussi au bon fonctionnement du métabolisme en général. Et souvent, on s'est rendu compte, à peu près la moitié des personnes diagnostiquées hypothyroïdiennes ont des carences en B12, par exemple. Voilà. Et des taux d'homocystéine aussi qui sont plus élevés. Au niveau de la B9, elle va être indispensable justement aussi à la méthylation. Elle va être indispensable dans d'autres métabolismes aussi. Et puis, alors je ne vais pas forcément tout vous détailler, mais si ça vous intéresse, peut-être au niveau questions-réponses, on pourra en reparler. Mais voilà, ça peut être intéressant aussi d'avoir un bon statut en vitamine B. Le magnésium, on en a déjà parlé. Alors, c'est un oligo-élément qui est indispensable maintenant qu'on souffre beaucoup d'acidification, que ce soit lié au stress, que ce soit lié au déséquilibre du terrain, en fait, à cause du stress ou de l'alimentation ou de la pollution. Donc, ça peut être aussi intéressant de vérifier l'apport en magnésium à ce niveau-là. Et puis, un petit zoom sur la coenzyme Q10 dont j'ai déjà parlé pour la santé mitochondriale, qui va servir donc à générer de la vitalité et à retrouver cette vitalité perdue en cas d'hypothyroïdie. Voilà, c'était un peu rapide, mais sinon, c'est vrai que si on détaille tous les micronutriments, on peut en avoir pour très longtemps. Donc, j'ai préféré vous faire une petite fiche comme ça de synthèse. J'espère que ce sera assez clair et que vous pourrez voir aussi comment les orienter et les utiliser dans vos cures. Alors, pour conclure, donc, comme je vous l'ai dit, la thyroïde, c'est vraiment une glande centrale, une belle plateforme qui mérite d'être chouchoutée, câlinée, soutenue, parce qu'elle fait le lien entre le corps et l'esprit, elle fait le lien en fait entre tous les métabolismes. Et c'est une glande qui souffre énormément de tout. Alors, j'ai mis la pollution environnementale, mais en fait, de toutes les modifications, de toutes les désadaptations. Quand on dit qu'on développe des maladies chroniques, c'est parce qu'on se désadapte, parce qu'on n'est plus dans un mode de vie naturel avec un bon sommeil, une bonne gestion des stress, avec une alimentation qui nous permettrait d'être en pleine forme. On est soumis continuellement à des stress, des ondes, en fait, des stress psycho-émotionnels, certes, mais aussi des stress physiologiques. Et la thyroïde souffre beaucoup de ça. Les symptômes d'hypothyroïdie ne sont pas nécessairement liés à une mauvaise fonction thyroïdienne. Ça peut aussi venir des organes périphériques, ça peut aussi venir des cellules au niveau membranaire, au niveau mitochondrial, ça peut aussi venir de l'immunité. Et ça va être très important dans notre anamnèse de regarder justement d'où ça vient pour pouvoir apporter les meilleurs conseils et vraiment cibler en fonction de chacun, parce qu'il y a autant de dysthyroïdie que de personnes. Et on peut aussi avoir plusieurs blocages, plusieurs dysfonctionnements à des endroits différents. Ça peut être un problème de réception cellulaire et en même temps de synthèse, par exemple, ou de conversion. Enfin bref, voilà, l'éventail peut être très large. Donc, vraiment, prenez le temps justement d'explorer toutes ces étapes avec votre consultant. En naturopathie, on a la chance de pouvoir proposer des séances qui sont suffisamment longues pour ça. Il faut savoir aussi que pour rééquilibrer une thyroïde, ça prend du temps parce que je vous ai parlé des deux systèmes principaux de la vitalité qui sont le système nerveux et le système hormonal. Le système nerveux est très rapide. C'est le flash système, donc même à réguler, il est beaucoup plus facile à réguler. Après, c'est peut-être les habitudes qui sont parfois plus difficiles à réguler, mais lui, en tout cas, il peut répondre très rapidement, alors que le système hormonal est assez lent. Et sur des thyroïdites qui sont installées depuis un certain temps, il faut quand même attendre plusieurs mois. Et après, voilà, tout dépend aussi de la vitalité de chacun, mais ça peut être un peu plus long. Et donc, les dérèglements thyroïdiens, ils sont multifactoriels. Donc, on relie toujours la clinique à l'histoire de la personne. Si, par exemple, on se retrouve avec une femme qui est en ménopause, qui vit loin de la mer, qui mange jamais de fruits de mer ou de poissons, et qui, en plus, est coiffeuse ou esthéticienne et confrontée à des perturbateurs endocriniens très volatiles,
Voilà, là, on a déjà plusieurs facteurs sur lesquels on peut jouer. Et puis si en plus, quand elle rentre chez elle, elle cuisine dans des poêles en téflon ou bien elle a des matelas neufs, on peut se dire, OK, il y a plusieurs leviers sur lesquels on peut appuyer pour l'aider. Voilà. Super, merci Maëva. Alors, vous avez aussi, donc bien sûr, toutes les bibliographies hein, que vous retrouverez donc à la fin de la présentation de Maëva. Merci beaucoup, c'était très intéressant et voilà, c'est un sujet qui est très complet, il y a vraiment beaucoup à dire et tu es bien rentré dans le détail, donc voilà, c'était très compréhensible pour nous, merci beaucoup. Alors, Merci. nous avons pas Alors, mal de questions que je vais te poser. oui. Alors déjà, je vais commencer Alors par une question. justement, je me dis, je peux peut-être essayer de voir comme ça rapidement pour essayer Oui. d'être le plus efficace possible. Enfin, je ne sais Si pas ce que tu tu veux, en alors penses. il y en a beaucoup, hein, donc voilà, j'ai commencé un petit peu à les lire. Déjà, je vais te poser une question qui m'avait été posée en amont du webinaire par Pascal, qui fait partie d'une association de soins naturels, qui me demandait si tu pouvais lui expliquer le lien entre diabète du type 2 et hypothyroïdie, parce qu'elle s'est aperçue que les personnes qui avaient un diabète avaient plus facilement de l'hypothyroïdie. Est-ce que tu peux déjà rapidement nous répondre à cette question? Ouais, alors en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Alors, pourtant, quand on regarde dans les études scientifiques, ils nous disent que bon, finalement, il n'y a pas grand-chose. Mais quand on creuse un petit peu, on peut se dire que oui, il y a quand même pas mal de choses. Déjà, en règle générale, en fait, ce qui unit les maladies cardiovasculaires, le diabète, les douleurs chroniques, tout ce qui est intolérance, finalement toutes les maladies de civilisation, hein, les allergies, les troubles hormonaux, la fertilité, la dépression, l'obésité, etc., c'est vraiment cette inflammation chronique qu'il y a. Ça, c'est vraiment une cause commune déjà. Donc, comme en naturopathie, on parle toujours du terrain, et finalement, le symptôme n'est qu'une expression de ce terrain, on peut se dire, OK, il y a déjà un terrain inflammatoire à la base. Donc, ça, c'est la première chose qui peut faire le lien entre le diabète et l'hypothyroïdie. Après, on peut avoir ce qui est lié au phénomène de glycation des protéines, puisqu'on a besoin aussi d'enzymes fonctionnelles pour la thyroïdie. On peut avoir tout ce qui est lié justement à l'auto-immunité. Alors après, ça dépend quel diabète de quel diabète on parle. Mais voilà, si c'est de type 1 ou de type 2, en tout cas, si on a une prédisposition auto-immune, on peut aussi plus facilement déclencher d'autres maladies auto-immunes. Les hormones du stress aussi, évidemment, qui peuvent jouer dans les deux. Et en fait, dans les cas d'insulinorésistance, on va avoir une conversion qui va moins bien se faire entre T4 et T3 et encore une fois on va repasser en RT3. Après en fait c'est encore plein de cercles vicieux puisque l'hypothyroïdie elle va favoriser le stockage des graisses par exemple, donc le métabolisme ralentit et à terme ça peut favoriser l'insulinorésistance. Et puis après, on va encore avoir l'augmentation des messagers inflammatoires qui vont entretenir cette inflammation et majorer encore une fois le processus d'insulinorésistance. Donc, on avait fait une question de santé d'ailleurs à ce sujet sur l'index glycémique et la résistance à la perte de poids. Donc là, ça peut être aussi une des pistes pour répondre un petit peu plus en détail à cette question. Et puis, on a le fait que l'hypothyroïdie favorise la sédentarité parce qu'il y a beaucoup de fatigue. Bon, ça peut être une piste, hein, pourquoi pas. Et donc, plus il y a sédentarité, moins il y a de mouvement, moins il y a de consommation du glucose, et voilà, plus on peut rentrer aussi dans des terrains... Comment? Tout à fait, ça peut aussi l'expliquer. Ouais. Alors, j'ai Olivier qui me demande, j'avance un petit peu parce qu'on a beaucoup de questions, Ouais. si le régime cétogène gêne la conversion de T4 en T3 par carence de glucose sanguin. Alors, ouais, sinon, j'avais vu aussi, les brassicacées ne sont pas Oui. obligées d'être... Alors oui, tout dépend de la préparation, c'est vrai. Plus on va les cuire, alors il faut éviter de les manger. Est-ce que tu peux lire la question? Parce que tout le monde ne l'a pas forcément. Pardon, Je vais la lire du coup. Je vais aller Alors, je vais tellement... la lire, on va poser les choses. Donc, les brassicacées ne sont pas prouvées être goitrogènes. Tout dépend de la préparation. Qu'en pensez-vous? Donc, effectivement, ça dépend aussi en grande partie de la préparation. Notamment, la cuisson va quand même éliminer un petit peu plus de substances goitrigènes. Donc, on va plutôt éviter les aliments goitrigènes, mais si on les cuit, déjà, on perd un petit peu de cet effet-là. Il faut surtout éviter cru. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, on a les crucifères principalement, donc tout ce qui est chou, navet, moutarde, radis, cresson, etc., etc., etc. Mais il y a quand même une préparation particulière. Donc, on va cuire. Alors, on va cuire longtemps, donc on va perdre aussi quand même pas mal de principes actifs. Et donc, ça va détruire, en même temps que d'autres principes, ça va détruire aussi les goitrigènes. Voilà.
On évite après, évidemment, tout ce qui est cuisson au micro-ondes et tout. Super. Merci pour ta réponse. Alors, donc, cette première question de Olivier, toujours sur le régime cétogène, du coup, la carence en glucose, est-ce qu'elle va gêner la conversion T4 en T3? Alors, je suis pas sûre que ce soit la carence en glucose, mais ça peut être peut-être d'autres stress. Alors là, il faudrait que je creuse un petit peu plus pour pouvoir vraiment apporter une réponse qui soit digne de ce nom à ce D'accord. niveau-là. On apportera la réponse plus tard. Alors, est-ce qu'il y a besoin, donc Malika nous demande, est-ce qu'il y a besoin de plus de cofacteurs, même si le bilan n'indique pas de carence particulière? Alors, ça dépend. Par exemple, pour la vitamine A, c'est difficile de relever une carence, même justement dans les bilans, puisqu'on est sur une vitamine qui est stockée et on n'a pas forcément la fonctionnalité de cette vitamine en bout de chaîne. Les bilans, ils vont nous apporter des indices, évidemment, on en a besoin au niveau des cofacteurs, mais ils ne vont pas forcément traduire tout ce qui se passe au niveau thyroïdien, au niveau cellulaire, etc. Donc, après, ça va vraiment aussi dépendre de la personne. Comme j'ai dit, sur la vitamine C, par exemple, on peut avoir une super dose de vitamine C dans l'alimentation, mais si à côté, on ne la métabolise pas bien ou bien on a une hygiène de vie qui va brûler cette vitamine C, si on fume beaucoup ou autre, eh bien, la vitamine C, en fait, on aura beau en avoir beaucoup, elle ne sera pas utilisée après où elle devra l'être, en gros. Mais ça dépend vraiment de chacun. D'accord. Alors, Aurélia nous demande, dans le cas d'hypothyroïdie dû à un manque de progestérone et que la personne a des antécédents de cancer du sein hormonodépendant, comment remédier à cette carence? Alors là, on est plus sur une hyperostrogénie relative et il faut vraiment aussi s'occuper du foie dans ces cas-là. Voilà, pour moi. Bon, après, c'est très dur de faire une réponse comme Oui, ça. c'est sûr. Mais là, moi, je ciblerais beaucoup le soutien hépatique aussi. Parce que, D'accord. et donc, alors aussi, je vois un manque de progestérone. Donc, on a cette hyperostrogénie relative et en même temps, on a d'autres dérèglements hormonaux. Et c'est vrai que souvent, quand on a une glande en déséquilibre, ça peut dérégler aussi d'autres glandes. Donc, c'est pas rare de voir justement, comme on l'a dit déjà tout à l'heure, hypothyroïdie ou dérèglement thyroïdien et dérèglement au niveau pancréatique ou même dérèglement au niveau des hormones sexuelles. Alors, on va retrouver par exemple des liens entre hypothyroïdie et SOPK parfois chez les femmes. Enfin, voilà, ça peut faire des tableaux en fait très divers et variés. D'accord, très bien. Alors cette même personne nous demande comment la personne doit, enfin comment faire si la personne doit justement consommer des crucifères pour améliorer sa détox du foie, voire des compléments donc d'idole 3-carbinol et qu'elle présente des symptômes d'hypochlorhydrie. D'hypothyroïdie, ouais. Alors, oui, c'est vrai que parfois, on voit beaucoup, on cède beaucoup des choux, des crucifères pour la détox du foie. Donc là, on peut aussi essayer d'apporter autre chose. Il y a des plantes aussi qui peuvent soutenir. Là, on peut être plus dans du soutien déjà. Et puis après, aussi, tout ce qui est lié à des conseils qui peuvent paraître parfois idiots, mais pour soutenir, justement, on est toujours dans le soutien du foie, mais rien que la bouillotte. Alors là, on est dans une période où on a moins à cœur de mettre des bouillottes sur le foie. Mais le foie, c'est un des organes les plus chauds de l'organisme. Et donc, il va utiliser beaucoup d'énergie pour se chauffer parce qu'il est plus chaud que les autres. Et l'énergie qui lui reste, il va l'utiliser pour les processus de digestion et de détox. Si on lui apporte déjà la chaleur, en fait, l'énergie qu'il aurait mis à se chauffer, il va pouvoir l'utiliser pour faire sa détox. Donc, ça peut être aussi des petites choses comme ça à mettre en place. Après, il y a tout ce qui est cure de jus ou autre, sans forcément ajouter des choux. Mais il y a plein de choses. La betterave, par exemple, c'est un super aliment au niveau du foie, même au niveau thyroïde, parce que ça vient aussi travailler au niveau du foie, ça vient favoriser la sécrétion des sels biliaires, etc., etc. Et là, on peut rentrer encore dans un autre cercle thyroïde-foie. On pourrait faire 3 jours. C'est ça. Une formation complète. Alors, Malika me demande pour la mélisse, si la personne fait de l'hypertension, peut-on tout de même la proposer? Alors, s'il y a une hypothyroïdie, moi, j'aurais tendance à dire que non, parce qu'on va favoriser cette hypothyroïdie. Alors après, l'idée, c'est pareil, c'est de voir quelle est la cause de tout ça. Quelle est la cause de l'hypothyroïdie et quelle est la cause si la personne fait de l'hypertension. Oui, mais j'imagine que c'est hypertension et hypothyroïdie. Alors, si elle fait de l'hypertension sans hypothyroïdie, oui. Mais par contre, s'il y a une hypothyroïdie, là, on va éviter. Voilà. Et on va chercher vraiment la cause aussi à ce niveau-là. D'accord. Karima me demande en cas donc d'hypo, donc mauvaise digestion, pas d'hypothyroïdie, d'hypochlorhydrie. Donc mauvaise digestion des protéines, comment faire pour les apporter à une personne en hypothyroïdie?
Alors là, je vais reprendre je sais pas si je l'ai facilement accessible ici, mais hop, voilà, là, déjà, on arrête d'agresser l'estomac, en gros, hein, je dis agresser, c'est un vilain mot, mais on arrête de le surmener. Donc, on mastique bien, on fait attention aux aliments qu'on met dedans, on mange dans le calme. Ça, c'est vraiment hyper important aussi, parce qu'en fait, à ce niveau-là, à ce moment-là, quand on mange dans le calme, c'est notre système parasympathique qui reprend le dessus et qui est prêt à digérer. Si on mange dans le stress, quand on est en stress, quand on fait une conférence, par exemple, devant son ordinateur, eh bien, on a la bouche sèche, on n'est pas du tout prêt à digérer. Alors que quand on est plutôt dans le calme et qu'on voit une belle assiette appétissante, là, on va être plutôt détendu et on va même se sentir salivé. Quand on se sent salivé, ça veut dire qu'on a de fortes raisons de penser que l'estomac aussi est en train d'envoyer ses sucs gastriques, que le pancréas est en train d'envoyer ses sucs pancréatiques, que le foie est en train d'envoyer la bile, etc. Sauf qu'on n'a pas le feedback. Le seul feedback qu'on peut avoir, c'est la salive. Et donc, manger dans le calme, ça va vraiment aussi permettre à l'estomac de s'exprimer pour voilà, pouvoir favoriser cet apport d'acide chlorhydrique. Donc déjà, on a vraiment un travail au niveau de ce contexte alimentaire. Et puis après, on peut utiliser voilà, l'apport de protéines. Alors la mastication, je ne sais plus si je l'ai dit, mais ça aussi, c'est hyper important. Et on peut utiliser aussi l'apport de protéines en complément si besoin. Alors pour ça, c'est vrai que le rityrol est bien puisqu'il y a de la tyrosine aussi dedans. Donc voilà, ça peut être une des clés. Mais voir aussi dans l'alimentation ce qu'il est possible de faire. Mais ça, voilà, ça va dépendre parce que si on met par exemple beaucoup de viande, alors c'est pas forcément l'idéal, ça va dépendre de son terrain, mais et si on met beaucoup de viande sur une hypochloridrie, on peut avoir après de la flore de putréfaction et des dérèglements au niveau de l'intestin. Donc c'est vraiment voir à tous les niveaux en fait comment on peut rééquilibrer. D'abord on arrête d'agresser, après on soutient, et puis voilà, si besoin on répare, on apporte. Très bien, merci. Alors, Clémence nous demande s'il est possible d'utiliser les compléments Lurica avec un traitement de lévothyrox. Alors, bon, moi, je peux déjà vous apporter une réponse. En général, on va travailler avec les compléments alimentaires avant l'apport d'allopathie. Hein, on essaye de travailler en amont. C'est l'idée. Ensuite, si la personne souhaite l'arrêter ou le diminuer, on peut éventuellement l'espacer de quelques heures. Mais bon, l'idée, c'est quand même de travailler en micronutrition avant de commencer les traitements allopathiques. Alors, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Maëva. Oui, alors je suis assez d'accord. Notre action, elle se situe beaucoup en prévention, mais on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de demandes. Alors, parfois, il y a des personnes qui viennent nous voir parce qu'elles ont eu un diagnostic d'hypothyroïdie. Le médecin leur a dit on va vous passer sous médicaments. Elles ne sont pas d'accord avec ça et elles ont envie d'essayer de faire des choses avant. Donc là, bon, bah, OK. Et parfois, elles ont déjà un traitement et en fait, elles veulent se sortir de ça. Donc là, on va pouvoir justement reprendre tout notre schéma, donc au niveau de la synthèse, au niveau de la fonctionnalité et au niveau de la réception cellulaire, pour repartir dans un cercle vertueux. Parce que quand on met l'organisme sous T4 artificiel, la thyroïde, là, elle va devenir un petit peu feignante, puisqu'en fait, ce qu'elle faisait, eh bien, c'est fait par autre chose. Et en plus, ça se trouve, c'était même pas elle, ça venait même pas de la thyroïde, le problème. Donc, après, là, l'idéal, quand il y a traitement, c'est aussi de pouvoir en parler avec le médecin. Exactement. De dire, voilà, j'entreprends quelque chose à côté, j'aurais peut-être besoin de bilan plus régulier pour vérifier ma thyroïde. Et puis après aussi, c'est se faire confiance au niveau de la clinique, quoi. C'est vraiment être à l'écoute de ses ressentis. Alors, ça paraît un peu hasardeux de donner un conseil comme ça parce que ça dépend aussi vraiment beaucoup des personnes. Il y a des personnes qui sont très à l'écoute de leur corps et il y en a d'autres où c'est beaucoup plus difficile. Mais je pense que ça se discute avec le médecin. Nous, on n'intervient pas sur la prescription. Donc, on ne va pas dire non, mais là, vous arrêtez tout de suite votre lévothyrox. Non, surtout pas. Ce qu'on peut faire, à la limite, c'est voir avec le médecin, essayer de comprendre pourquoi, par exemple, il a choisi le lévothyrox plutôt que le Tiral. Le Tiral, c'était 4 plus T3. Et puis voilà, essayer de discuter avec lui. Mais de toute façon, nous, on ne peut rien faire au niveau médical. Ce n'est pas notre but. Nous, on travaille vraiment au niveau du terrain. Mais si la personne, en travaillant au niveau de son terrain, elle se sent mieux et qu'elle va voir son médecin en disant « mais en fait, je suis en pleine forme », peut-être qu'il va diminuer et qu'il y a un moment, on va pouvoir s'en passer aussi. Tout à fait. Alors, merci. Gwen nous dit, pardon, je pensais qu'on ne pouvait pas donner de plantes adaptogènes si forme auto-immune. Que donner en cas de fort stress en phyto dans ces cas-là?
Alors, je pense que ça dépend des plantes adaptogènes. Ça va être, en fait, les plantes adaptogènes, pour beaucoup, elles vont moduler l'immunité. Il y en a certaines qui vont la stimuler. Donc, l'idée, voilà, ça va être de voir peut-être à ce niveau-là. Moi, après, j'ai pas de connaissances sur vraiment les plantes adaptogènes qui ont un tropisme sur la sphère nerveuse, par exemple, qu'elles soient déconseillées. Au niveau de l'immunité. Donc là, il faut vraiment se référer aussi aux monographies. Pourquoi pas aux études pour voir si vraiment il y a une interaction avec l'auto-immunité. Tout à fait. Alors, Olivier nous demande également, je ne connais pas le coléus d'Inde, qu'est-ce que c'est? Alors, je peux déjà vous dire que c'est une plante ayurvédique qui est utilisée depuis des millénaires, qui a un principe actif qui s'appelle le forskolin, forscoline, je ne sais plus comment on le dit. Moi, j'appelle forscoline, mais... Forscoline peut-être, et qui va trompée, effectivement, qui a beaucoup d'actions, et entre autres, qui va stimuler la production de TSH. Voilà, je ne sais pas si Maëva, tu as des choses supplémentaires à nous dire sur cette plante? Si, et puis bon, j'en ai déjà parlé. Enfin, en fait, je pense Oui, que il y a j'ai eu un fait slide. un petit résumé dessus. Donc, Olivier, n'hésitez pas à justement revoir cette partie-là parce que voilà, j'ai un petit peu détaillé. Et puis après, voilà, ce serait peut-être plus dans les dossiers scientifiques, des choses comme ça, pour si Tout vraiment vous à voulez fait. plus de détails, quoi. Alors, Aurélie nous demande, le jeûne intermittent est-il également déconseillé en cas d'hypothyroïdie? Très bonne Non, pas question. forcément. Pas forcément. Alors après, le jeûne intermittent, c'est pas, ça va dépendre aussi de comment il est vécu et ça va dépendre comment il est fait. Donc un jeûne, dans le côté optimal, alors le jeûne intermittent, il ne convient pas forcément à tout le monde. En naturopathie, on a plusieurs tempéraments. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de manger de petites quantités plusieurs fois dans la journée et des personnes qui peuvent manger 1 à 2 fois dans la journée. Et voilà, elles n'ont pas de souci avec ça, ou alors qu'ils se lèvent le matin, elles n'ont pas faim, ou alors le soir, elles mangent très très léger, ou elles ne mangent pas. Donc, ça va vraiment aussi dépendre de la personne et de comment c'est vécu. On se dit, dans un monde idéal, le matin, on a vraiment un bon petit déjeuner, plutôt à tendance protéinée et gras, enfin des bonnes protéines et des bons gras, pour justement synthétiser tous les neurotransmetteurs et les hormones qui vont nous mettre en forme pour la journée. Le repas du midi ou début d'après-midi, si on mange que 2 repas dans la journée, ça va être aussi un repas assez complet. Et puis le repas du soir, on le fait très léger ou on ne le fait pas quand on fait un jeûne intermittent. Mais voilà, il vaut mieux aller dans ce sens-là plutôt que de sauter le petit déjeuner. Encore que ça va dépendre des personnes. Mais si on saute le petit déjeuner et que, par exemple, on a une activité physique derrière, pour synthétiser tous les neuromédiateurs, le corps, il va avoir besoin de puiser dans le muscle. Et bon, on peut avoir une perte aussi, une fonte musculaire à ce niveau-là, ou bien on peut avoir des syndromes dépressifs parce que justement, si on fait du sport ou voilà, qu'on a une activité physique assez intense, le corps, il va avoir besoin des protéines pour le muscle et il va complètement délaisser la sphère cérébrale. Donc, c'est toujours à jauger en fonction de la personne, mais en fonction du stress physiologique et émotionnel vécu. Tout à fait. Alors, Aurélie nous demande, y a-t-il d'autres causes pouvant expliquer un goitre euthyroïdien, donc TSH, T4 et T3, ok, que la carence ou l'excès d'iode? Alors, sans doute, mais là, comme ça, la carence, ouais, 7, TSH, T3. Oui, il faudrait que je regarde. Je pourrais répondre à ça, mais il faut que là, je sens que j'ai du mal à reconnaître. Ne t'inquiète pas. Tu nous as fait déjà une super conférence, tout va bien. Alors, Olivier nous dit qu'il ne peut jamais y avoir d'excès d'iode. Si, qu'en penses-tu? Il peut y en avoir. Il peut y en avoir. D'ailleurs, enfin, on peut avoir aussi des hyperthyroïdiens qui sont très, très iodés. On peut avoir des excès d'iode. Alors, généralement, on dit au-dessus de 200 dans les normes d'iode. Alors, c'est pareil, je peux remettre la slide aussi, mais ça met le truc des questions devant, alors je vois pas très bien. Donc voilà, au niveau de la slide, alors j'ai mis entre 70 et 200. En vrai, au niveau optimal, on est plutôt entre 100 et 200. Entre 50 et 100, on peut avoir, comme je vous le disais déjà, une euthyroïdie, mais qui soit compensée en fait par un travail acharné de la glande thyroïde. Et puis après, entre 200 et 300, on n'est pas nécessairement dans un gros excès d'iode, mais c'est pareil, selon les terrains, on va faire attention. Donc l'idéal, voilà, on est... Ah non, là, on est sélénium. Sur le sélénium. Je me disais 100. Je me disais, voilà, on est plutôt entre 100 et 200 et on peut se permettre la fourchette 50. C'est pour ça que j'ai corrigé à l'oral. Mais justement, tu étais sur le sélénium. Marie nous demande combien de temps le prendre. Et je te pose en même temps la question de Malika qui nous dit je comprends qu'il vaut mieux l'éviter pour les hyperthyroïdies. Ai-je bien compris? Donc, est-ce que tu peux nous reparler du sélénium? Alors, donc le sélénium à prendre combien de temps? Eh bien, ça va dépendre.
En fait, ça dépend à chaque fois. Malheureusement, il y a peu de réponses toutes faites pour ça, parce que ça va dépendre de la personne, ça va dépendre de son niveau de stress oxydatif, ça va dépendre de la quantité dans l'assiette. Enfin, donc, il faut voir en fait avec la clinique. Mais c'est vrai que quand on est sur une hypothyroïdie qui va être justifiée par une carence en sélénium, on peut quand même le prendre assez longtemps, le temps que justement le système hormonal trouve son équilibre. Je pense que ça peut être assez intéressant. Et donc, par rapport à ce que je décris au niveau du sélénium, l'éviter pour les hyperthyroïdies. Oui. Alors, je me suis mal fait comprendre, je pense. Parce qu'en fait, le sélénium, certes, il va être indispensable pour la fabrication des hormones thyroïdiennes. Mais en fait, il est aussi indispensable pour l'oxydation et il va rentrer dans beaucoup de chaînes métaboliques et on en a besoin, peut-être même autant, voire même plus en hyperthyroïdie parce qu'on a beaucoup d'oxydation. Donc, le sélénium, il va aussi pouvoir tamponner cette oxydation-là, il va être indispensable à ce niveau-là. Mais par contre, on va agir plutôt sur l'excès d'iode ou sur comment dire, les aliments freinateurs en hyperthyroïdie, par exemple. Mais le sélénium, il est tout à fait indiqué même pour une hyperthyroïdie. Très bien. Malika nous demande également pour la CoQ10 si elle est conseillée en cas d'hypothyroïdie. Tu en as Oui, parlé, il me semble d'ailleurs. oui, elle est très Antioxydante. conseillée. Oui, alors surtout si on veut faire le travail justement au niveau des mitochondries. Donc là, un tableau un petit peu, voilà, on pourrait se dire une personne qui vient en hypothyroïdie, qui est très fatiguée, qui a eu des infections dont elle a du mal à sortir. Alors là, on en a beaucoup entendu parler aussi avec le Covid long, etc. Pour tout ce qui est en fait convalescence aussi, ça peut être intéressant. Le burn-out aussi, vraiment tout ce qui est épuisement en fait. Là, c'est le tableau, je dirais, qui doit donner le signal un peu coenzyme Q10, mais après, ça peut être évidemment intégré aussi à d'autres choses. Dans le non, j'allais dire dans le Protectum Plus, mais non, c'est dans le tonugène aussi où il y a de la CoQ10. Coenzyme Q10, ouais, tout à fait. Ouais, il y en a en plus petite dose. Donc, c'est pareil, ça peut être indiqué pour les personnes qui sont, entre guillemets, juste fatiguées. Mais si on sent qu'il y a besoin d'un apport supplémentaire, on peut conseiller du CoQ10 en plus. En fait, il y en a un petit peu partout dans l'alimentation, mais à des doses très, très, très infimes. Et la CoQ10, elle peut être freinée par plusieurs... Alors, vous le trouverez seul chez l'Orica, c'est l'ubiquinol Q10. Hein. Voilà, dans sa forme réduite. Je crois que voilà, j'en avais parlé ici justement voilà, pour très bien. la mitochondrie. Donc en fait, tout ça, quand je vous parle par exemple soutenir la mitochondrie, on ne met pas de côté le laurityrol. Voilà. Mais enfin, je vous ai présenté plein de choses parce qu'il n'y a pas un seul profil. Je vous ai dit, il y a autant de dysthyroïdie que de personnes qui ont des déséquilibres au niveau de la thyroïde. Donc, c'est vraiment, après, vous piochez en fait dans les informations aussi que je vous ai données pour voir ce qu'il pouvait être le mieux pour la personne que vous accompagnez. Très bien. Alors, Florence nous dit très intéressant, merci. Le produit laurityrol est-il nouveau? Oui, il est nouveau et il sort maintenant, semaine prochaine. Voilà. Donc, sortie imminente. Voilà, voilà, il est en train de sortir. Donc, ça, c'est OK. Alors, j'ai eu d'autres questions. Est-ce qu'on peut soigner des animaux qui ont des problèmes de thyroïde? Là, Claudine nous parle de son chien. Est-ce qu'on peut aussi agir sur les animaux? Alors oui, j'imagine, mais là, je vous avoue que je n'ai pas les compétences. Tu n'es pas spécialisée. Je n'ai pas les compétences, mais alors il y a de plus en plus aussi de naturopathes animaux, donc qui sauront sans doute, mais je suis sûre, enfin pour moi c'est oui. C'est évident. Mais je ne sais pas très bien comment, parce que je ne connais pas les contre-indications sur... en fait, même si on se ressemble beaucoup, on a aussi des métabolismes différents. Alors on sait par exemple sur les chats qu'on n'utilise pas d'huiles essentielles parce qu'il leur manque une enzyme de conversion au niveau du foie qui leur empêche de détoxifier les huiles essentielles, donc elles sont toxiques pour eux. Peut-être que pour les chiens, pardon, il y a autre chose qui, voilà, d'assez similaire. Donc, je ne m'aventurerai pas à donner une réponse pour faire plus de mal que de bien. C'est vraiment à voir avec quelqu'un qui connaît, mais je suis persuadée qu'on peut faire quelque chose. D'accord. Alors, Blandine nous dit comment accompagner une personne sous lévothyrox qui souffre de problèmes d'humeur et qui a un taux de TSH qui fluctue. Est-ce qu'on joue sur la conversion de T4 à T3 du coup? À mon avis, oui, il y a des choses à faire au niveau de la conversion. Voilà, ok. Donc, on va penser aux cofacteurs.
Ouais, cofacteurs, santé hépatique, etc. Et en fait, à chaque fois que vous voyez quelqu'un sous l'évothyrox et qui est comme ma petite bonne femme là sur mon schéma, qui est pas en forme, c'est qu'il y a un problème au niveau de la conversion. Voilà. Non, c'est pas là. Je vois plus. Si, c'est ça. Voilà. Là, bon, on se dit, même si elle peut être sous l'évothyrox aussi, hein. Mais souvent, c'est qu'après, il y a un problème de conversion ou alors de réception cellulaire. Après, c'est quand même très courant qu'il y ait un problème de conversion. Et comme même dans le laurityrol, on a la vitamine A, on a la vitamine D aussi. Alors, on peut avoir des apports supplémentaires si besoin, si les bilans, notamment en vitamine D, nous montrent qu'il y a besoin. Mais en fait, on va jouer de toute façon sur la réception cellulaire. Donc après, là, ça va surtout être avec les phospholipides, la vitamine A, la vitamine D. Je vous en ai plus parlé pour que vous sachiez aussi qu'on va aller vraiment jusqu'au bout de la chaîne métabolique. Mais en fait, c'est des choses que du coup, vous allez avoir déjà dans le complément ou même dans vos conseils, en fait, avec un régime adapté en lipides, etc., etc. Très bien. Alors, Étienne nous demande, le Miriaflore peut-il convenir aux hypothyroïdiens ou seulement aux hyperthyroïdiens? Oui, il convient également aux hypothyroïdiens. Les Est-ce deux. que... Voilà. Mm. Très bien. Alors, y a-t-il une astuce pour rendre plus sain des matelas neufs? L'aération? Je ne vois Voilà, pas d'autres les acheter solutions. d'occasion. Oui, c'est pas mal aussi. Non, l'aération, mais l'aération, ça prend des semaines en fait. Donc, il faudrait les mettre sur votre balcon pendant 3 semaines. Non, bah, c'est l'aération à fond. Donc, alors après, si jamais vous l'utilisez tout de suite, parce que j'imagine bien que c'est pas évident, hein, ce que je vous dis, d'aérer votre matelas pendant 3 semaines, bah, vous dormez où en attendant? Non, bah, c'est au moins après chaque nuit, essayer de garder le plus souvent la fenêtre de la chambre ouverte, de lever les draps, lever les couettes pour parce que c'est très volatile, mais il y en a beaucoup. Donc voilà. Bien sûr, bien sûr. Alors, Karine nous demande comment dosez-vous l'iode dans les urines? Alors l'idéal c'est de faire sur 24 heures. Par contre, pour le côté pratique, on peut très bien prendre aussi la dernière. En fait, on peut faire. Il y a deux dosages, soit un flash, soit sur 24 heures, mais on peut faire un dosage rien qu'en prenant par exemple la dernière urine du soir et la première du matin, ça permet d'avoir une moyenne. Alors c'est moins complet, mais en tout cas, voilà, c'est une solution aussi. Mais sinon, c'est sur 24 heures. Et donc là, c'est pareil, il faut qu'il y ait à peu près le taux d'iode journalier, du coup, dont on a besoin, puisque ça correspond au taux éliminé, donc c'est-à-dire 150 microgrammes. Ça correspond au taux éliminé par les urines, celui dont on a besoin. Alors, je réponds à Karine, oui, vous aurez un replay, hein, il va vous être envoyé la semaine prochaine et elle nous dit webinaire hyper intéressant. Voilà, pour toi, Maëva. Ah bah merci, ouais, je vois Alors, vos petits messages super sympas, c'est merci ça, il y en beaucoup. a beaucoup. Karine nous dit aussi, malheureusement, la très grosse majorité des généralistes s'arrêtent à la TSH. 3 petits Oui, points. alors vous pourrez leur montrer le petit schéma. Voilà, et hypertension et hyperthyroïdie. Est-ce qu'on apporte de la mélisse pour les deux? Hypertension plus hyperthyroïdie? Ah oui, super. Oui, hein? Ouais, D'accord. là, c'est une possibilité. Et la mélisse aussi, elle va être très indiquée pour les personnes qui ont des somatisations digestives, c'est-à-dire qui stressent, les personnes stressées, et où ça va se répercuter sur la sphère digestive avec des spasmes, avec des douleurs au niveau. Donc là, c'est pareil, ça peut donner aussi une idée un petit peu du profil. J'aime bien, en fait, classer les plantes un petit peu comme ça permet de. Comme si chaque plante était un petit génie phyto, et que, voilà, elles ont vraiment une identité propre, et donc en caricaturant un peu ou en créant des portraits, on peut vraiment faire des liens, c'est intéressant. Mais oui. Alors, j'ai une question également intéressante de Stéphanie qui nous demande s'il y a un lien entre l'hyperthyroïdie, donc une TSH basse, les T4 et les T3 sont encore en cours d'analyse, qui se serait déclenchée quelques mois après l'ablation de la vésicule biliaire. Pour Alors, ce attends, il faut que client, je... Alors, ouais, tu peux la revoir de Stéphanie Ouais, à, ça y à est, j'étais 14h28. en train de la chercher. Voilà. Pour le client, les azates et les alates sont bien, sauf la bilirubine, pardon, qui est légèrement au-dessus. C'est pas évident, hein, comme. Alors, ce genre de questions-là, tu peux y répondre plus tard, éventuellement, hein, si tu as besoin un petit peu de te poser. Oui, alors, il peut y avoir un lien. Alors, je le mettrai. Alors, justement, en fait, j'étais en train de réfléchir parce qu'effectivement, il y a un lien entre la thyroïde et le foie et son bon fonctionnement. Après, en fait, je me dis aussi au niveau de la vésicule biliaire, ça peut aussi avoir un impact sur la digestion et sur le système intestinal dans son ensemble et sur
mise en route, entre guillemets, d'une auto-immunité sur un terrain prédisposé. Ça peut aussi être ça. Donc là, ouais, il faudrait que je réfléchisse vraiment pour voir tout. Enfin, j'aime bien voir la cartographie complète, mais ça peut aussi être une indication, une hypothèse. D'accord. Alors, Lauriane nous dit, j'ai une hypo et la plante des pieds très orangée, très orangée. Donc, je dois manquer de cofacteurs pour utiliser la provitamine A. Comment stimuler sa utilisation pour transformer la bêta-carotène en vitamine A? En fait, le bêta-carotène, il se transforme en vitamine A grâce aux hormones thyroïdiennes. Donc, c'est un peu le cercle vicieux dont je vous parlais. Donc, ça veut dire quand on manque de vitamine A, on manque d'hormones thyroïdiennes ou de bonne réception, etc. Et quand on manque d'hormones thyroïdiennes, eh bien, on manque de vitamine A. Donc, justement, en se supplémentant directement en vitamine A ou en s'alimentant avec de la vitamine A animale, on va aussi pouvoir redonner un petit coup de pouce à ce cercle-là pour favoriser la sécrétion d'hormones thyroïdiennes, leur bonne utilisation et du coup, après, qui pourront repartir dans le cercle vertueux. Mais il n'y a peut-être pas que ça. Donc, ce ne sera peut-être pas juste la vitamine A, le facteur déclenchant, mais en tout cas, là, il faut l'apporter à ce moment-là. D'accord. Blandine nous dit, si plus de thyroïde est sous l'évothyrox, comment peut-on aider la personne naturellement? Là, ça devient compliqué. À partir de la fonctionnalité. En fait, c'est ce que je vous ai dit. Alors, où est-ce que c'est? Non, c'est pas là, je me perds. Non, c'est pas là. Je vous en ai parlé. Voilà, c'est ça. Donc, quand on a une personne sous l'évothyrox, on ne peut plus s'occuper de la glande. Donc, on ne peut plus s'occuper de la partie production. Par contre, on peut s'occuper de la partie fonctionnalité. À partir de la thyroxine. On parle de la thyroxine et voilà. Tout le reste. C'est ça. La thyroxine, c'est la T4. Donc, pour la conversion, le transport et la réception au niveau des cellules. Mais évidemment, au niveau de la synthèse, on ne peut plus rien faire. Mais par contre, voilà, il y a quand même tout ce schéma-là. Et c'est ce qui va éviter que la personne sous l'évothyrox soit à plat. Parce que si elle est sous l'évothyrox, elle va avoir plein de T4, c'est super, mais si elle ne sait pas la convertir, si elle la convertit en RT3 ou si elle la convertit bien en T3, mais qu'elle ne la reçoit pas au niveau cellulaire, l'évothyrox, il ne sert à rien, quoi. Donc, il ne sert pas à grand-chose, quoi. Donc, on va voir à ce niveau-là. Alors, Étienne me dit, une personne sous l'évothyrox depuis 20 ans, pensez-vous qu'elle puisse se sevrer ou la thyroïde se sera-t-elle nécessairement atrophiée? Alors, je ne vais pas faire de pronostic parce que c'est vraiment pas mon rôle. Moi, je suis toujours optimiste. Je me dis, tant qu'il y a de la vitalité, il y a des choses qu'on voit, qu'on n'explique pas et on pourrait se dire, oui, depuis 20 ans quand même, tant qu'elle a une thyroïde, que la vitalité est bonne, ça prend du temps. J'imagine que ça ne se fera pas en 2 semaines, ça c'est sûr. Mais par contre, on peut améliorer. Alors après, jusqu'où, je ne sais pas. C'est aussi sa vitalité, ses capacités d'auto-guérison et de retour à l'équilibre qui vont le dire. Mais voilà, le corps, à partir du moment où on le sollicite, on lui donne toutes les briques pour revenir à l'équilibre, généralement, il sait faire beaucoup de choses par lui-même. Donc, je ne baisserai pas les bras, ça c'est sûr, mais je suis toujours optimiste par rapport à ça. Il y a toujours une amélioration possible, vraiment. Ça, j'en suis persuadée. Alors, nous avons encore de nombreuses questions et le webinaire a commencé depuis 1h50, donc on a largement dépassé le temps. Il y a encore beaucoup de questions. On va y répondre. On y répondra dans un deuxième temps, en début de semaine. Vous aurez une réponse par mail. Voilà, Maëva et moi-même allons travailler sur vos questions. On vous répondra. On va devoir arrêter là. Maëva, donc je te laisse enlever ton partage. Ah, voilà. Écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Je suis désolée pour les personnes à qui on ne peut pas répondre tout de suite, mais on a déjà largement dépassé le temps. Merci Maëva. Merci beaucoup. J'ai été vraiment ravie de partager ça avec vous. J'espère que ça vous a donné des clés, que ça vous a intéressé. Je sais que c'est pas forcément facile la thyroïde, mais parce qu'elle est c'est la clé de plein de choses. Mais prenez juste déjà ce que vous avez à apprendre et puis après on peut toujours approfondir. Mais voilà, merci beaucoup pour votre attention et pour vos retours qui sont super sympas. Ça me fait très plaisir. Merci à toi. À très bientôt. Merci beaucoup. Et merci à tous pour votre présence. À bientôt. À bientôt.